Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous recevons un grand monsieur du cinéma canadien, monsieur Yannick Sadler. Je pense qu'on peut l'applaudir. Et donc, je serai accompagné de mon ami monsieur... Comment t'appelles du coup? Lamour? L'amour. Monsieur Jules Lamour. Merci, monsieur Jules Lamour. Et donc Yannick, merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'invitation. Ça fait plaisir. C'est trop cool. Nous, ça fait un petit moment qu'on se connaît. Donc tu es producteur de cinéma et tu travailles sur différents types de projets. Oui, principalement le long métrage, oui. Principalement du long métrage, c'est trop chouette. Nous, ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît maintenant. Ouais. Et bien, on avait travaillé sur un clip où tu avais eu la gentillesse de nous aider. Parce que c'était la première fois qu'on tournait sur le continent américain. Et voilà, je voulais te remercier pour ça, parce que grâce à toi, on a réussi à faire quelque chose de chouette, malgré les rebondissements qu'on a pu avoir. Les aléas et l'adversité du contexte. Exactement. Et voilà, merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir répondu présent sur ce projet. J'aimerais bien que tu te présentes. Tu l'as dit, tu travailles sur des films. Si tu peux nous présenter un peu ton métier, parce que je sais qu'il y a une évolution que tu es en train d'opérer actuellement. On en parlera un petit peu après. Mais là, dans les grandes lignes, ce que tu fais depuis des années, ça consiste en quoi? J'ai fait un peu une transition pendant la pandémie, parce que la pandémie a un peu tassé certains trucs au niveau national au Québec, au niveau de la production de films, puis même au niveau international, comment les films sont structurés. Puis ça m'a permis de connaître des gens, parce que je ne travaillais pas nécessairement sur des films concrètement pendant la première année et demie de la pandémie. Ouais. Et je me suis orienté plus vers le marché américain. Donc, j'ai trouvé des partenaires pour pouvoir développer des projets très intéressants, très motivants. Des projets où est-ce qu'on a plus de moyens, donc on peut aller plus au fond de notre vision. Et donc, en ce moment, je suis plus dans les moins plateaux en termes de travail de producteur, mais plus au niveau de trouver des bons projets, associer les bonnes personnes et d'approcher les streamers, broadcasters, studios pour essayer de financer les projets ou même des investisseurs privés et de pouvoir tourner ces films-là. D'accord. Et même des séries maintenant. Ça fait un petit moment que tu fais de la série. Je me rappelle, Oui. Pendant un moment, tu faisais pas mal de formats courts, semble-t-il. Tu bossais avec Canal+. Oui, alors je ne sais pas combien de temps ça a duré ici, parce que de notre côté, ça s'est arrêté assez vite, mais Ouais, les formats courts. Ouais, que les plateformes les avaient formats lancé, courts qui ont ouais. commencé peut-être 2015-2016, Canal+, avec Studio Plus, avait été le premier à lancer cette vague-là. J'avais fait le premier projet de Canal Studio Plus à Montréal, et j'en ai fait quelques autres aussi pour Black Pills. C'est vrai, tu m'as dit. Ouais. Donc, j'ai eu comme 2-3 années où est-ce que j'ai eu beaucoup de demandes pour ça. Donc, c'était plus la production de services. C'est des producteurs des studios français, principalement, qui nous approchaient pour faire ce genre de projet-là. Et est-ce que tu sais pourquoi ils t'approchaient pour développer ce genre de projet? J'avais déjà des relations ici pour faire de la production de services ou de la coproduction avec des producteurs français. Mais principalement, c'est une question d'argent. Toujours. Dans le cinéma, c'est comment on arrive à maximiser chaque dollar. Ouais. Et au Québec, il y a une combinaison de facteurs qui varient avec les années et les décennies, qui ne sont pas toujours les mêmes, qui permettent, selon le type de projet, d'en avoir plus pour son argent. D'accord, ok. Et puis après, c'est aussi les gens qui te connaissent, qui ont envie de travailler avec toi, peu importe. Exactement. Ok, bon, très bien. Parce que je me rappelle, c'est vrai, quand tu me parlais de ça, c'est vrai qu'il y a eu une mode un peu des programmes courts. Oui. Ce qui est ma grande déception, parce que ça faisait des années que j'ai des programmes courts à développer, et que en fait, le fait d'avoir une boîte de prod et développer les projets des autres, je m'étais jamais posé pour développer ces projets-là. Du coup, je passais un peu à côté. C'est un peu dommage. Parce que même à l'époque, tu m'avais proposé, tu me dis, envoie-moi tes projets. Et en fait, c'est vrai que j'ai ce truc j'ai du mal à envoyer un projet qui n'est pas abouti, même tu sais, au niveau du dossier. Alors je sais qu'il y a des moments, il faut se lancer. Oui. Puis cette plateforme-là était intéressante parce qu'elle permettait à des jeunes créateurs ou à des créateurs moins expérimentés de pouvoir pousser des concepts, aller plus loin artistiquement, dans des projets qui n'étaient pas nécessairement des gros budgets, mais qui permettaient pour les broadcasters ou les streamers d'investir dans du contenu nouveau à peu de coûts et d'avoir une multitude et d'essayer une panoplie de différents nouveaux talents pour peut-être après ça aller les chercher pour leur faire développer des séries plus mainstream. Mais du coup, quels étaient les critères de sélection de la part des productions pour
Quels étaient Ça les veut critères dire. de sélection pour pouvoir du coup choisir les projets qui allaient être développés Nous, on n'était pas impliqués nécessairement dans le Dans le choix choix. des productions. On les voyait passer. Je dirais qu'avec Studio Plus, Canal Plus, il y avait peut-être une 60aine de séries qui D'accord. étaient en chantier. Ouais. Et puis, on regardait un peu ce qu'il y avait là-dedans. Et puis, on disait, OK, ben, ce truc-là, c'est quelque chose qui est facile à tourner chez nous. D'accord. Avec le budget que vous avez. Ou telle affaire, non, ça implique des aspects ou des décors ou des locations qu'on n'a pas. Donc, c'est pas du tout approprié de venir tourner chez nous parce qu'il faudrait tout construire. Alors que si vous D'accord, allez en ouais. Tchécoslovaquie, vous avez le truc, vous débarquez dans la rue, puis c'est Déjà déjà rien prêt. que la rue. Ouais. Ouais. Je veux juste revenir sur ce que tu disais. Des streamers ou des... Broadcaster? Ben, les grands réseaux américains comme NBC, CBS, ABC. Ah ok, tu veux dire les diffuseurs. Les du diffuseurs, coup, ok. ouais. Parce que c'est vrai que je me dis streamer, c'est des mecs sur Twitch, tu sais, qui font du stream. Non, c'est ok. Oui, en cinéma, les streamers, c'est Netflix, HBO. Oui, c'est sur ça. la C'est plateforme du... tout Disney. Oui, ok. Ça marche. C'est pour préciser parce que je me doutais que c'était pas des mecs qui faisaient du Twitch. Non. Mais voilà, c'était important de le préciser. Ok, d'accord. Et donc ça s'est terminé assez rapidement au final. Ouais, ça a duré peut-être 3 ans chez nous, où Ouais. on a eu une demande pour faire ce genre de truc-là. Puis après ça s'est étiolé. Je sais que Black Pills a complètement arrêté la production de ce genre de format. Moi, j'aimais bien les formats courts comme ça. Je trouve ça cool. Il y a Arte qui en fait pas mal, C'est très. qui produit un peu ça. Arte. Ouais. Dites-moi si je me trompe, mais les formats courts viennent principalement des États-Unis. Enfin, je sais que littéralement, ils ont un format écrit qui s'appelle les novellas, Ouais. qui sont vachement développés. Et c'est vrai que ça permet de pouvoir développer des concepts et de pouvoir exprimer des choses très rapidement. Et je pense que ça plaît pas mal même aux téléspectateurs ou aux spectateurs, aux internet spectateurs. Je sais pas comment Ouais, on dit ben, spectateurs pour le net. Tu peux dire des gens Des qui regardent viewers. Internet. Des viewers. Yeah. ouais, l'intérêt au début pour Studio Plus, parce que c'était le premier ici à faire ça, c'était d'approcher une clientèle qui était plus jeune, qui, avec les années, a un taux d'attention minimaliste dans la durée. Ouais, c'est de pire en pire. À attraper. Et, oui, puis c'est de pire en pire. Maintenant, on est Avec 7-8 ans plus TikTok. tard, puis c'est encore Ouais. pire. Ouais. Il faudrait faire des séries avec des épisodes de 2 minutes et demie. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il y en a qui font ça sous forme de story. Ah ouais. Ouais. Ah Et, bah oui, ouais. oui, clairement, ouais. C'est Arte, je crois, non, ou France Télé, je sais plus. Arte Bref, il y en aussi a qui des font formats ça. qui sont très très courts. Oui, C'est ça. Je l'ai déjà vu sur du documentaire, par exemple, où ils vont t'expliquer des trucs vraiment de manière très concise. Genre le format intéressant, par exemple, où ils vont te raconter un truc sur c'est un fait, c'est intéressant, et c'est tout. Donc c'est très concis. Mais ça permet quand même, encore une fois, de développer une idée très facilement. Mais surtout, d'un point de vue de production, même de tester des choses, parce que ça peut permettre du coup de produire quelque chose, alors je vais pas dire forcément à moindre coût, parce que ce serait peut-être exagéré, mais de pouvoir développer des idées, des concepts qui pourraient être vachement intéressants, et de pouvoir du coup les tester, et voir après si on veut en faire un format qui serait plus long potentiellement. Oui, c'était une des visées. C'était, bon, approcher un nouveau public. 2, il y avait aussi pour les gens qui voyagent beaucoup le matin pour aller au travail, qui perdent 1 heure dans le métro, pouvoir écouter 2, 3, 4 épisodes comme ça le matin. Puis l'autre aspect, c'était de tester des concepts et des créateurs pour après ça les amener vers les plateformes plus mainstream. Ouais. Et tu sais pourquoi ça s'est arrêté? La demande n'était pas aussi forte que ce qu'ils auraient pu espérer? Ouais, l'argument monétaire est, je crois, venu casser le modèle. Au début, toutes ces sociétés avaient beaucoup d'argent en capitalisation qu'ils pouvaient investir d'un coup. Donc, ils ont dit, on va commanditer 15, 20, 50 séries. Mais après, il fallait vendre les abonnements. D'accord. Et les abonnements, ils n'étaient pas... C'est les jeunes, ils sont habitués de ne pas payer pour le contenu. Oui. C'est vrai. Et donc, ce que tu disais, c'est vrai que les modèles de prod évoluent avec la diminution de temps d'attention. Ouais. C'est vrai que c'est un peu compliqué d'arriver à accrocher. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui les montages. Enfin, moi, ça me rend dingue qu'ils sont hyper cutés. Tu sais, j'ai l'impression que ça s'est un peu calmé. Ouais, un petit peu, mais c'est vrai que... Mais même l'écriture doit être très différente, parce que quand tu fais un format où tu as un épisode qui dure 8-10 minutes, il faut que tu aies des points de chute dans ton histoire à toutes les 10 minutes. Toutes les 10 minutes, il faut quand même que tu aies un arc dramatique à l'intérieur de 8 à 10 minutes, ce qui n'est pas nécessairement simple, surtout quand tu veux en faire 10 ou 12 qui, dans l'entièreté, se tient quand même. Donc, il faut que tu tiennes compte à la fois de tes 3 arcs dramatiques pendant
as toute ta durée, mais aussi à chaque épisode, il faut que tu aies des rebondissements qui permettent d'avoir un point de chute à la fin du 8 ou 10 minutes qui va faire que tu vas faire le prochain épisode. Et comment c'est perçu, ça, de la part des créatifs, des gens, des réalisateurs, des directeurs artistiques qui bossent sur les séries comme ça? C'est pas tout le monde qui peut faire ça. De la même façon qu'écrire un court-métrage, même si tu en écris 8, c'est pas ça qui va faire que tu vas être un bon auteur pour écrire des longs-métrages. C'est 2 formats totalement différents. Même chose pour la réalisation. Mais pour l'écriture, c'est vraiment, vraiment un autre sport. Du coup, c'est un profil qui est recherché par les productions, d'avoir des réalisateurs qui sont très spécialisés dans ce genre de format-là. Oui. Oui, parce que ça prend vraiment une écriture qui est centrée sur les points de chute dramatiques tout le temps, et de maintenir l'intérêt. Ok. Non, mais je crois que t'allais rebondir dessus. Non, le point est clos. Après, on va paraphraser de toute façon. Oui, non, c'est vrai. Mais est-ce que c'est bien ou mal, en fait, d'aller vers ce genre de format-là, dans le sens où, c'est vrai que moi, je me souviens, enfin, je suis né dans 89, donc moi, je suis plus des années fin 90-2000, donc quand j'ai pu vraiment avoir conscience de ce qu'était un film ou une série. Et, comment dire, j'ai eu l'habitude d'avoir des mises en scène qui étaient plutôt lentes. Donc j'ai grandi avec des films de Spielberg qui, lui, prenaient le temps de raconter, prenaient le temps de développer des personnages. Alors pas forcément en mode péplum où on avait des gens qui couraient pendant 10 ans pour juste les voir arriver, rentrer chez eux et manger. Mais j'avais quand même le temps d'avoir un cinéma qui prenait vraiment son temps d'installer les choses, d'installer le cadre, d'installer des personnages. Et c'est quelque chose qui se perd. Est-ce qu'on doit du coup s'adapter à la demande du public à tout prix, ou est-ce qu'à un moment donné on ne doit pas justement s'adapter? Ça, c'est le problème du fan service, un peu, excuse-moi. Vas-y. Et j'ai l'impression qu'il y a vachement ça en ce moment. Tu sais, surtout chez Marvel, c'est pas du bon fan service, en fait, je trouve. Parce que si tu donnes trop, tu vas pouvoir me dire ce que tu en penses. L'important de nos métiers, c'est d'essayer de questionner aussi et de surprendre un petit peu. Parce que c'est vrai, si tu fais que ce que le public attend de toi, ça va créer, mine de rien, de la déception dans le public. Et ça peut créer des œuvres hyper creuses. Moi, par exemple, quand on regarde le dernier Spider-Man, alors effectivement, moi, j'étais content de revoir le Docteur Octopus, le Bouffon Vert et tout, mais il n'était pas nécessaire. Mais en fait, c'est pas que c'était pas nécessaire, c'est qu'en fait, ils ont repris juste des coquilles vides, en fait. Ils les ont mis là, juste, regardez, c'est trop bien. Il y a les anciens méchants, ils sont là. Mais ouais, mais en fait, ce qui faisait la force, par exemple, je reprends Spider-Man 2 de Sam Raimi, il était bien iconisé, il était mis en avant, et en fait, on avait de l'empathie pour lui aussi. C'était un peu triste ce qui lui arrivait à ce bonhomme. Mais là, en fait, ils le reprennent, ils le mettent là, et en fait, c'est juste un méchant lambda. Alors, regardez, on lui a mis le costume du comics. Ouais, super. Mais en fait, il n'y a pas le fond. Et en fait, c'est juste, on essaie de capitaliser sur un truc, mais c'est pareil. On reprend le dernier Jurassic World, par exemple. Ouais. Tu fais revenir les personnages du premier, mais en fait, ils servent à rien. On pourrait avoir un podcast entier dédié à ce film. Je sais pas ce que tu en penses, toi, à ce niveau-là. C'est sûr qu'il y a une mode du clientélisme que j'appelle. C'est assez récent ou c'est de plus en plus. Si on fait un focus group, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent voir? Puis on fait le film en fonction, mais ça n'apporte rien. C'est l'algorithme de Netflix. Oui, un peu. Puis quand c'est des formats courts, c'est que tu peux pas aller dans le détail, tu peux pas aller dans la profondeur, tu peux pas expliquer rien, tu peux pas laisser l'auditeur réfléchir à c'est quoi sa position ou son opinion par rapport à un sujet. Donc, moi, je trouve que c'est une très mauvaise mode, comme tout ce qui est du format court. Autrement que pour favoriser la création de talent ou de l'émergence de nouveaux types de contenus. Mais ultimement, quand on fait des films, oui, il faut attirer la clientèle jeune et il n'y a pas le choix d'aller utiliser ces cordes-là, mais on devrait s'en servir pour les attirer et une fois qu'ils sont là, leur donner du vrai contenu. Ouais. Parce que tu ne peux pas comprendre le monde qui t'entoure si tu n'as pas été baigné dans des contenus qui proviennent du milieu culturel, dans lesquels on t'a expliqué des concepts, on t'a montré qu'il y a 50 ans, il y a ça qui s'est passé, puis aujourd'hui, c'est ce qui se passe, c'est la même chose. Hein. C'est pas nouveau, là. On peut pas le résumer en 2 secondes. Il y a eu des solutions qui ont été mises avant, puis ça serait peut-être bon qu'on les mette maintenant aussi. Ouais, c'est vrai. Et mais après, il y a de l'éducation aussi. Et c'est vrai que si ton cerveau il est éduqué à avoir un truc toutes les 30 secondes, tu t'en sors plus, j'ai l'impression. Mais il y a une tentation aussi du milieu de l'éducation de faire du clientélisme. Entre autres, bon, je ne connais pas la situation nécessairement en France, mais si je compare les États-Unis, même un peu le Canada, c'est de faire les programmes en fonction de ce que les gens veulent voir ou les mouvements sociaux du jour, mais c'est pas nécessairement une bonne idée. Puis quelque part, c'est un peu mettre le spectateur à la place du réalisateur. C'est-à-dire que le réalisateur, alors
Là, ça va paraître très élitiste ce que je vais dire, mais le réalisateur, c'est quelqu'un qui, de par sa culture, son éducation, sa formation dans le cinéma, du coup, est amené du coup à savoir comment développer un projet, savoir comment développer un film, savoir développer une série, savoir développer une histoire, tout simplement. Parce que le C'est surtout l'histoire. spectateur n'est pas forcément, Enfin, ça dépend. n'est pas forcément éduqué à ça, entre guillemets. Et est-ce qu'il n'est pas là la place en fait de l'artiste de quand même s'imposer Et de choquer. et de choquer et de proposer pas des donner choses que les que, gens n'ont ouais, pas l'habitude de c'est ça. voir. Oui, et puis la culture s'aplanit au niveau mondial en ne voulant plus choquer parce que ça prend l'auditoire le plus large, donc on veut être le plus beige possible. Ouais. Il y a de l'autocensure. Énormément d'autocensure. Et c'est dommage parce que choquer, c'est bon, choquer les gens, parce que ça leur permet de prendre position, de découvrir quelles sont leurs opinions, puis 10 personnes qui vont voir le même film vont éventuellement avoir plusieurs positions différentes. Et c'est bon d'avoir une société pluraliste où on peut, après ça, échanger parce qu'on a nos perceptions différentes. Si tout le monde pense beige, on s'en va vers la catastrophe. C'est Karl Lagerfeld qui disait que une tendance, quand du coup, elle est tendance, qu'on peut observer une tendance et qu'elle est déjà obsolète. Donc pour les créatifs qui nous regardent, ce serait peut-être temps du coup d'essayer de basculer cette tendance, de proposer des formats qui sont un peu plus longs. Moi, j'aimerais bien rebondir sur... parce que tu parlais de réalisateur. Ah oui. Et comme notre ami Yannick habite sur le continent américain, et puis que tu connais aussi les productions françaises, c'est ça qui est super intéressant. Les productions françaises, les productions canadiennes et les productions de Hollywood. Oui. La place du réalisateur, on en parlait un petit peu tout à l'heure, elle est un peu différente. Par exemple, en France, donc le réalisateur, c'est aussi l'auteur. Oui. La plupart du temps. La plupart du temps. Qui est souvent à l'origine du scénario aussi. Oui. Ou qui travaille aussi sur le script. Et en France, c'est le réalisateur qui aura le final cut, normalement, sur le film. Ouais. Et comment ça se passe au Canada et le modèle français, c'est le réalisateur est maître avant Dieu. C'est beau, ça. Il a tous les pouvoirs. Ouais. Il peut faire ce qu'il veut. Ce qui peut créer des points d'achoppement parfois, parce que d'autres gens peuvent avoir aussi des idées intelligentes à propos du projet, et des fois, on passe à côté. C'est d'où l'intérêt de bien s'entendre avec son producteur pour pouvoir travailler en bonne entente. Le modèle américain, de l'autre côté, le réalisateur, la plupart du temps, surtout sur des films de studio, sauf très rares exceptions, et on peut probablement les compter sur les doigts des deux mains, sont des gens qui sont engagés pour mettre en image un scénario et de diriger des acteurs et de fournir un apport créatif, mais c'est pas leur projet. Il y a beaucoup de gens qui entourent ce projet-là. L'auteur est très important et c'est même très rare que le réalisateur écrit ses scénarios. Il y a des scénaristes. Et je trouve pas ça nécessairement mauvais d'avoir des scénaristes que c'est leur métier d'écrire, puis des réalisateurs qui réalisent. Parce que j'ai vu des très bons scénaristes faire des très très mauvais films parce qu'il n'y avait aucune compréhension de comment fonctionne un plateau de tournage. Et c'est un aspect quand même assez important. Oui, quand même. Le modèle américain, c'est donc souvent quelqu'un qui est engagé pour faire le travail. Et là, pour ce qui est de la partie montage, on lui donne, par convention, c'est 10 semaines. Après ça, c'est une question de négociation, mais il y a tout le temps un minimum de 10 semaines qui est accordé au director Scott. Une fois que le director Scott est donné au producteur, après, les producteurs peuvent faire ce qu'ils veulent avec. C'est-à-dire qu'un réalisateur, il va en montage, il fait un film qui lui plaît, il peut avoir la surprise en salle. Il va avoir la surprise en salle. Il va avoir la surprise en salle. Inévitable. Est-ce que quand même il le voit, le film, lui, avant la projection, ou il le découvre Oui, c'est sûr que, à moins de très grandes mésententes avec les producteurs et avec les financiers. On lui dit, tiens, regarde ce qu'on a fait de ton film. Donc, il donne son film. Justice League. Suicide Squad. Alors, il donne son film au bout du processus, et puis après, les producteurs entrent. On commence souvent par un screening avec un peu de public varié et avec des gens de l'industrie pour demander leur avis de qu'est-ce qu'ils pensent de ça. En plus d'avoir nos propres opinions à nous, voir si on a les mêmes opinions. Et ensuite, on recommence le montage. Bon, peut-être pas nécessairement à zéro, mais on repart du montage pour environ, 4 à 8 semaines de plus. D'accord. Okay. Et le réalisateur, il n'est pas là à ce moment-là? Non, il n'est pas là à ce moment-là. Ça doit être un traumatisme. Parfois, c'est le même monteur, parfois, c'est un autre monteur. Ok. Enfin, pour moi, qui fait de la réelle, je trouve ça horrible. Enfin, t'as ton film et genre on a eu pas mal de messages de réalisateurs en fait qui étaient un peu en guerre avec les studios parce qu'ils n'aimaient pas ce que ça avait donné. Et c'est vrai, ce que tu me disais tout à l'heure, c'est qu'aux États-Unis, tu peux changer un réalisateur
Oui. En France, c'est plus compliqué. Ce qui s'est un peu passé sur... mais t'as donné l'exemple de Justice League avec Zack Snyder, du coup, qui a été évincé suite à la mort de sa fille adoptive. Et ils ont appelé Joss Whedon parce que Avengers. Et en fait, ils ont fait 6 mois de reshoot, quelque chose comme ça. Et du coup, le film ressemblait plus. Mais c'est fréquent. Et même parfois, vous le savez pas parce que c'est pas dit, parce que par contrat et tout tralala. Ou le moi, je connais des films que je peux pas parler, mais je sais que le réalisateur s'est pas rendu jusqu'au bout, puis c'est un des producteurs qui a fini le film. Sur le plateau, là. Sur le plateau, il a viré le... Ouais, l'autre, il était là dans sa loge, mais c'était le producteur qui donnait les directives. Là. Et il y avait quand même le nom du réalisateur après. Ouais. Parce que c'était payant de garder le nom du réalisateur et aussi par contrat. Tu peux briser une carrière comme ça, en fait. Hein. Ouais. Complètement, ouais. Donc, j'en connais un qui, lui, depuis, il travaille pas beaucoup. Hein. Ah ouais, putain, c'est très dur, connu. Ça, hein. C'est très connu en plus. Il doit y avoir, je pense, un bon compromis entre le modèle américain et le modèle français, parce que c'est vrai que le modèle français... Le modèle canadien. Oui, exactement. Le modèle québécois. Québécois. Canadien, le modèle canadien-anglais est beaucoup plus proche des Américains. Ouais. Le modèle québécois, c'est un peu un hybride entre la France et les États-Unis, de par nos racines latines européennes et par de la proximité du marché américain. Donc, on a un cinéma national qui est financé un peu comme chez vous avec des institutions gouvernementales comme le CNC ici et d'autres fonds. Donc, la majorité des films québécois nationaux la totalité sont financés de cette façon-là. Mais il y a aussi beaucoup de productions américaines qui viennent tourner à Montréal, ce qui permet aux artistes et aux artisans du cinéma québécois de travailler, d'être bien payés quand ces films-là viennent chez nous, d'avoir les moyens de développer certains trucs. Puis après, quand on fait notre cinéma national, ben, on a accès à certaines ressources qu'on n'aurait pas eues si X-Men n'avait pas débarqué chez nous à coût de centaines de millions. Et après, le système de financement, c'est un peu comme en France, du coup, le CNC qui prend un pourcentage de chaque place, entre guillemets, qui, pendant un moment, avait aussi si je me trompe pas, quand il y avait la redevance aussi, télé, ça servait pour l'audiovisuel public, mais il me semblait qu'il y avait une partie qui allait au CNC. Si je raconte peut-être une bêtise, mais je sais qu'en tout cas, une partie de chaque place, hop, c'est pour le CNC. Donc ça doit être peut-être... Oui, il y a un système de récupération. C'est sûr qu'il y a peu d'argent qui reviennent au niveau de la production parce que notre population d'à peu près 8 millions d'habitants au Québec ne justifie pas de pouvoir rembourser un film. Je pense que depuis le début du cinéma québécois, il y a peut-être eu 3 ou 4 films qui ont fait leurs frais pour dire qu'ils ont remboursé 100% du budget du film. Donc, on n'a pas le choix d'être financé publiquement, sinon il n'y aurait pas de culture nationale au niveau du cinéma. Même chose pour la télé. Et mine de rien, ça fait beaucoup sur l'aura d'un pays, la culture. Il y a plein de gens qui disent que ça sert à rien. Mais en fait, non, c'est hyper important. Très par important. Exemple, quand on interroge les gens, par exemple, sur la Seconde Guerre mondiale, il y a beaucoup de gens qui sont persuadés que c'est les Américains qui ont sauvé les gens parce que à coup de gros millions, le soldat Ryan, machin, tout ça, et puis tous les films qu'on peut voir, même les jeux de guerre, et trucs comme ça. Wonder Woman. C'est souvent c'est les Américains qui arrivent et qui sauvent. Alors qu'en fait, c'est ils sont arrivés tard. C'est ça, ils sont arrivés un peu à la fin. Puis c'est pas eux qui ont perdu très le plus. tard. Oui, c'est ça. En fait, quand tu prends du recul, tu dis, mais en fait, non, les Russes, eux, qui ont perdu le plus. Après, ils ont installé un autre truc. Mais il faut leur donner qu'ils ont gagné la guerre du Pacifique. Oui. Mais le front européen, ça a été beaucoup de la propagande de faire croire que c'est les Américains qui ont... Ils ont beaucoup vendu. Oui. De la nourriture, de l'armement. Oui, ils ont fait beaucoup d'argent. Ils ont fait beaucoup d'argent. Ils ont même essayé d'imposer leur monnaie quand ils ont débarqué sur le sol français. C'était un peu leur but aussi. Enfin, ce qui s'est passé après avec la guerre froide, mais c'était un peu leur objectif. Mais c'est des vendeurs. Ils ont toujours été vendeurs, marchands d'armes. C'est ce qui s'est passé en Irak, c'est ce qui s'est passé en Syrie, c'est ce qui s'est passé en Libye, c'est ce qui s'est passé dans plein de conflits. C'est une guerre culturelle. Si je prends ma génération, ou peut-être la génération ou deux qui a suivi, c'était clairement dans le cinéma que les gens avaient l'impression que c'est les États-Unis qui avaient gagné la Deuxième Guerre mondiale. Bon, maintenant, on demande aux jeunes, je suis même pas sûr qu'ils savent qu'il y a eu une Deuxième Guerre mondiale. Mais oui, parce qu'il y avait un cinéma de propagande qui a toujours été là, même pendant la guerre. C'était important pour le gouvernement qui a financé les studios américains pour faire des films de guerre. Pour promouvoir le patriotisme, puis surtout collecter de l'argent pour faire des bons du trésor, pour faire financer tout ça. Chaque pays fait aussi sa propagande. Hein. Oui, peu importe. Ouais, c'est sûr. Mais après, avec les moyens américains, c'est un autre délire. Mais il faut voir après l'impact social du soft power, ce que ça peut amener aussi comme névrose. C'est-à-dire faire accepter, par exemple,
l'enjolivement de la colonisation, par exemple, à travers le film Christophe Colomb. Alors, on va faire une toute petite parenthèse, un poil méta, mais par exemple... Une petite digression, pas digression. Toute petite digression, pas digression. On va l'appeler comme ça, en fait. Mais par exemple, dans les podcast. livres d'histoire, Christophe Colomb, c'est quelqu'un qui est dépeint comme étant la personne qui a, amené la culture chrétienne et qui l'a répandue, quoi, de manière pacifique et tout ce qu'il y a de plus beau. C'est grâce à lui qu'on connaît plein de trucs. Donc du coup, on met vachement ça en avant. Alors, je crache un peu sur le film Christophe Colomb. Comment ça s'appelle déjà? C'est 1492. Voilà, c'est ça. Mais à la fin du film, on voit à quel point ça part en cacahuète et compagnie, quoi. Mais derrière toute cette aventure, est-ce que le spectateur, lui, ne retient pas justement ce côté grand aventurier mal compris qui arrive quelque part, mais qui essaye du coup de faire du bien, mais un peu genre Christophe Colomb, c'est un anti-héros, quoi, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de ça? De toute façon, chacun prêche pour sa paroisse. Hein. Bah, Quand tu regardes, ils vont pas se dire, regardez, on a tué tout le monde. Les conflits sont toujours racontés par les vainqueurs de toute façon. Il faut toujours se souvenir du contexte temporel local de ces histoires-là. Tu peux pas appliquer les règles d'aujourd'hui à ce qui s'est passé il y a 500 ans. C'est certain. Parce que là, on pourrait parler des croisades, on pourrait parler des... Ouais. Ça aussi, ce serait marrant. Vraiment, d'un point de vue factuel. Ouais. C'était ce qui se passait à cette époque-là. Et puis, après ça, on peut le juger de haut parce que nous, on est en 2023, mais je peux vous garantir qu'en 2223, les gens vont nous juger aujourd'hui pour ce qui se passe en Ukraine, puis partout. Ah puis, oui, c'est certain. Avec la pollution, puis... On va revenir un peu aux origines. Fin de la digression. Fin de la digression de Monsieur Yannick. Parce qu'ici, on aime bien parler du parcours des gens. Oui. Des gens qui sont inspirants. Et en fait, toi, tu fais plein de choses. Et du coup, c'est sûr que ça va être intéressant, ce que tu vas nous raconter sur ton parcours. Et puis, on fera des digressions sur différents projets sur lesquels tu as pu travailler. Bien sûr, des projets dont tu peux parler. Parce qu'on sait que des fois, il y a des clauses. On ne peut pas raconter... Effectivement. Bon, après, tu peux changer les noms et raconter des anecdotes. Monsieur X. On va faire des fables aujourd'hui. On va faire des fables. On va partir de la cigale à la fourmi. Qui sera la cigale? Et donc, toi, comment tu t'es retrouvé à devenir le producteur que tu es actuellement? J'ai pas choisi. Je suis né dans ce milieu. Mon père était producteur de films. Et la plupart des gens se disent « Ah, ben oui, c'est facile pour toi. Ton père était ça. » Je peux vous dire que non. Parce que mon père m'a dit quand j'étais jeune, et pendant ma jeunesse, tu peux faire ce que tu veux dans la vie, tu choisis le métier que tu veux, sauf un producteur de film. Ah, ça pose la chose. Je vais t'ouvrir les portes de n'importe quoi, mais tu fais pas ça. Tu ne fais pas ça. Évidemment. Voilà. Évidemment, voilà. Alors, je sais par pas contestation. Ouais, est-ce que c'est par esprit de contradiction? Je crois pas. C'est parce que j'ai vraiment baigné là-dedans et c'est quelque chose qui me fascinait. J'ai été sur les plateaux très, très jeune. Au début, en avant de la caméra, j'étais l'enfant de service quand il y avait des films à tourner où il y avait besoin d'un enfant ou d'une publicité. Même avant que je me souvienne, on m'a raconté qu'à l'âge de 4 ou 5 mois, déjà, j'étais dans un photoshoot pour des notices d'instruction de sièges pour bébé dans les autos. Et donc, à 5 ans, je sais que j'avais un premier rôle dans un film que je me souviens encore. C'était quoi? Tourné en location. Ouais, c'était un film pour l'Office national du film. D'accord. Sur les trains au Canada. D'accord, ok. Puis c'est un documentaire, mais avec des parties de fiction dedans pour illustrer dans l'histoire du train au Canada. Puis je me souviens de mes journées de tournage là-bas, en location, les motels, tout, l'équipe, tourner dans le bois, les locomotives à vapeur qui arrivent à la gare. C'est génial. Difficile en même temps pour un enfant de ne pas être émerveillé par l'industrie du cinéma. Il y a beaucoup de machinerie, il y a des gens partout, il y a une grosse effervescence. Ça doit donner envie, quoi. Donc, oui, pas avoir envie de faire le boulot de producteur quand en même temps, on a été un peu entouré de ça. Puis je suis intéressé beaucoup par la mécanique, ce qui se passait derrière, beaucoup plus que ce qui se passait devant. J'ai jamais eu d'aspiration d'être comédien, même si j'ai baigné là-dedans quand j'étais tout petit. Mais c'était d'être assis dans un coin un petit peu reculé, puis d'observer ce ballet continuel, puis d'essayer de comprendre qui faisait quoi, c'était quoi l'ordre, et les rôles de chacun. Ça m'a fasciné. Parce qu'il y a quand même une mécanique d'horloge suisse sur un plateau de tournage. Oui, le temps est parce que compté. effectivement, dès qu'il y a un rouage qui bug, t'as toute la machinerie Exactement. et les rouages. Faire perdre de l'argent.
Oui, Ce qui puis, fait perdre de l'argent, c'est sûr. C'est sûr. Quand c'est pas. puis les gens qui ne sont pas dans ce domaine-là, c'est très, très difficile pour eux de comprendre comment on est structuré, comment on travaille, comment on arrive à faire ce qu'on fait quand on leur décrit c'est quoi une seule journée de tournage. On arrive sur des locations, on arrive avec 25, 30 camions, on décharge des tonnes et des tonnes et des tonnes d'équipements. Il y a tout un horaire qui est prévu qui est aux 15 minutes au Québec, mais aux États-Unis, c'est encore pire que ça. C'est calculé aux 7-8 minutes. Ah ouais. Dans les horaires de maquillage, coiffure, machin, C'est habillement, vraiment arriver sur le plateau, millimétré, quoi. c'est Ouais. millimétré. T'es obligé, Oui, de toute façon. parce qu'il y a différentes conventions collectives qui exigent toutes différentes Ah oui, ça applications de machin. Les acteurs n'ont pas le droit d'être plus que 12 heures dehors de chez eux. Les autres, tu tombes en pénalité si tu es tant de temps sans C'est repas. 12 heures en dehors de chez eux, c'est même pas sur le plateau. Ouais, convention aux États-Unis, c'est ça. D'accord. Bien. Ouais. Enfin, c'est bien, ça dépend. Pour le producteur, c'est moins Pour bien. le producteur, c'est pas bien. Est-ce qu'à un moment donné dans ta carrière, ou même au début de ta carrière par exemple, où tu as eu un peu une désillusion entre le moment où tu étais gamin, où tu voyais ça avec l'œil d'enfant, et Non. au moment où tu en as vraiment fait ta profession, tu as toujours gardé le même regard? Oui, parce que j'ai commencé à avoir vraiment des boulots. C'était mes emplois d'été quand j'étais... Moi, chez vous, ça serait le lycée, là, mais l'école secondaire chez moi. T'as toujours voulu faire ça ou à un moment donné, t'as eu envie de faire autre chose? Oui. C'est quoi ton rêve de petit garçon? Ben, j'ai fait les plateaux jusqu'à l'âge de peut-être 20 ans. 20 ans, 21 ans. J'ai fait un film ici en France quand j'avais 17 ans. Magnifique expérience. Puis à l'âge de 21 ans, j'ai eu des propositions pour partir une compagnie pour faire du jeu vidéo. D'accord. Parce que j'ai aussi beaucoup de connaissances techniques sur la technologie, sur technologie de l'information, engineering. Donc, j'ai eu une opportunité d'affaires et je savais que pendant la vingtaine, ou en tout cas que j'allais prendre une pause de 5 à 10 ans pour aller me chercher de l'expérience en autre chose qu'en cinéma. Mais ça a été toujours mon plan, ou en tout cas ma visée, de revenir au milieu par la suite. Je voulais vraiment avoir d'autres expériences de vie, dont en business, management de business. Donc, j'ai parti un mini-studio de développement de jeux vidéo, quand j'avais 20-21 ans, qui était juste avant l'arrivée de Ubisoft à Montréal. Ça a duré peut-être 2 ans, 2 ans et demi, mais on était un petit peu trop tôt par rapport au marché. Le taux de pénétration du CD-ROM à l'époque n'était pas assez répandu, donc on était comme un peu trop avant. Donc, je suis allé plus en technologie d'information. J'ai travaillé pour des groupes télécoms en tant que consultant. Je me suis éventuellement ramassé à la planification stratégique d'un très grand groupe télécom au Québec qui s'appelle Vidéotron. Puis là, mon job, c'était d'essayer de prévoir ce qui allait se passer au niveau des technologies et des besoins pour les clients de télécom sur un horizon de 5, 10, 15, 20 ans. Donc, ça m'a donné beaucoup d'expérience en business développement, en finance. Et Ouais. après, t'as eu d'autres expériences avant de revenir dans le... Oui, j'ai eu quelques expériences aussi qui étaient dans la même continuité. Puis après ça, tranquillement, je suis revenu par la télé. J'ai très peu fait de télé dans ma vie, mais j'en ai fait un petit peu à ce moment-là. Puis après ça, j'ai refondé ma boîte. Tu dis que tu es passé par la télé. Est-ce qu'il y a un fossé ou est-ce qu'il y a une sorte d'élitisme du coup, au Québec, pareil, entre la télé et le cinéma? Même s'il y a des techniciens qui font un peu les deux, il y a quand même beaucoup de techniciens qui ne font que de un que de l'autre. Parce que du coup, le passage est... Excuse-moi, vas-y, je t'ai coupé. Ben, parce que c'est pas les mêmes horaires, c'est pas le même mode de vie. En télé, tu fais des trucs de plus longue haleine, donc c'est plus prévisible. Il y a des gens qui aiment mieux ça. C'est des horaires souvent sur 4 jours de tournage par semaine. Ouais. C'est des horaires plus concis. Ouais, tournage toujours plus de jour, défini, jamais ouais. de fin de semaine. C'est pas le même rythme, clairement. Ouais, peu de tournage de nuit. Donc, pour des gens qui ont des jeunes familles, c'est sûr que c'est plus approprié. Ouais. Tandis qu'en cinéma, c'est n'importe quoi. Bah ouais. Tu le sais 2 semaines à l'avance, à la limite, que tu vas tourner le samedi à 3 h du matin. Ouais, Puis c'est comme ça, c'est hyper intense pendant 5, 6 semaines. Si c'est du film américain, ça peut être 10, 12, 15. Mais c'est un rythme de vie que c'est pas tous les gens qui sont adaptés à ça. Non. Mais du coup, les gens sont plus jeunes dans les équipes, dans le cinéma, que dans la télévision, fatalement. Pas nécessairement fatalement, plus... mais ça épuise plus. Ouais. Beaucoup de gens qui sont en cinéma, quand ils ont un certain âge, essaient de basculer plus vers la télé. Ouais. Mais quand même, la télé, en ce qu'on appelle la série lourde chez nous,
qui est quand même relativement similaire au cinéma, mais un peu plus régulier en termes d'horaire. Puis après ça, ben, tu as la télé conventionnelle, où est-ce que c'est des trucs tournés à coût de 30 pages par jour. Ouais, ok. Alors qu'en cinéma, au Québec, c'est 3-4. Au cinéma américain, ça peut être des fois 7/8 de page par jour. Ouais. Une page et demie. Ah ouais. Quand on est en allocation, ouais, c'est souvent ça. Après ça, en studio, on arrive à faire plus, mais Tiens, en parlant de studio, tu as déjà tourné en studio en plateau virtuel ou en plateau avec des murs LED? pas encore, mais j'ai plusieurs projets qui s'en viennent, dont un pour l'automne, qui va être pratiquement que ça, ouais. D'accord, ok. Donc, je suis en train de me préparer à ça. Le modèle de production, il est complètement différent Très- là-dessus, non? Ouais, très différent parce qu'il faut faire la post-production avant la production. C'est-à-dire qu'en Ah fait, oui, tout c'est ce qui est affiché, ça doit être les décors déjà finis. Ouais. Même si on peut retoucher après, parce qu'on a tous les fichiers, on sait les angles de caméra, donc on peut aller masquer quelque chose, ajouter quelque Ouais, chose. Pour Mais faire des masques. Du coup, ça fait 2 étapes de post-production. ouais, sur les mais mêmes on essaie productions. d'éviter. Ouais. Mais c'est quand même, faut que tu prévois un 6 mois de post-production avant ton tournage. Parce D'accord. qu'il faut que tous les assets, tout ce qui est montré à l'écran soit créé, soit animé, soit lighté, et puis ça demande une expertise sur le plateau qui est extrêmement différente de celle qui est dans le cinéma conventionnel. C'est pas quelque chose que tu peux improviser. Et c'est pas tous les projets qui peuvent être faits de cette façon-là. Parce que les studios ont l'impression que c'est la solution miracle pour que ça coûte moins cher. Non. Oui, non. Et puis en plus, j'ai l'impression aussi qu'avec cette technologie, tu as moins d'effets de profondeur aussi, par exemple. Ou alors il faudrait des décors immenses. Mais je trouve que, vu que les plateaux sont limités, par exemple pour la foule, Ouais. tu peux pas avoir autant de foule que si tu faisais ça en Ça prise de vue, ça s'en réelle. vient. Nous, on travaille parce que je suis aussi impliqué dans une boîte d'effets visuels, quand même à Ce la que fine tu me disais, pointe ouais. de la technologie. Entre autres pour la génération de foule. Bon, oui, on peut créer des bonhommes 3D, là, puis on les fait animer comme ça, comme des pantins ou avec des librairies de mouvement. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la photogrammétrie, où on fait un environnement et on met des caméras partout alentour d'une personne et d'objets. On leur fait jouer des actions, et on les numérise et on recrée un modèle 3D avec les vraies textures de cette personne-là. Et on peut se faire une banque de personnes habillées de différentes façons, qui font différents mouvements, et on peut aller les placer n'importe où dans notre environnement. D'accord. La photogrammétrie, c'est assez fou. Ouais. Et tu travailles un peu avec le moteur avec l'Unreal Engine? Pour moi personnellement, mais oui, les projets sur lesquels je suis impliqué qui relèvent de cette technologie-là, c'est sur Unreal, oui. Ouais, c'est le moteur qui est le plus utilisé, tu penses? Oui. Ouais. Oui, parce qu'Unreal est quand même très orienté vers la production, donc ils nous écoutent beaucoup. On peut les appeler, on peut communiquer avec eux. Ils sont très, très à l'affût de comprendre nos besoins, D'accord. ok. parce qu'eux-mêmes aussi veulent faire de la production. Ils veulent être impliqués dans des projets de production. Et cette boîte de production dans laquelle tu es impliqué d'effets spéciaux, elle s'appelle comment? Real by Fake, Real by Fake, ok. Oui. qui est une boîte spécialisée dans les effets visuels, mais pas les explosions nécessairement. C'est plus dans les effets qui ne paraissent pas à l'écran. Donc, ajouter des trucs, enlever des trucs, augmenter le décor. Changer, augmenter, changer le fond. Exactement. Et ajouter des objets. Souvent, des trucs qu'on a développés avec le réalisateur Jean-Marc Vallée, c'est de prendre plusieurs prises d'une même scène et d'utiliser la performance d'un acteur de la prise 3 en l'intégrant dans la prise 2 avec les autres acteurs. Énorme. Donc, pour que le sourire ou le clin d'œil arrive exactement au bon endroit, de la bonne façon, le regard se place comme il faut. Puis des fois, c'est changer les vêtements de la personne parce que c'est pas raccord. Ça doit être vraiment... Ah oui, bah oui. Un exemple que je peux probablement donner, même si la série n'est pas sortie, c'est une série pour HBO qui va s'appeler White House Plumber sur sur le Watergate, les événements qui entourent le Watergate. Il y a une scène où le comédien Woody Harrelson, c'est une longue scène, et il y a un veston, éventuellement il l'enlève, une discussion, il repart. Et au montage, ça ne marchait pas la scène, ils ont coupé dans la scène. Mais ils coupent le moment où il enlève son veston. Donc, pour finir la scène, il faut qu'il y ait le veston. Donc, il a fallu recréer le veston et le réhabiller. Et du coup, comment ça se passe? Il recrée un modèle 3D. On a essayé plusieurs trucs. C'est quoi la technique? On veut savoir. On a fait en studio sur fond vert, avec quelqu'un habillé tout de vert, avec le veston qu'on a fait venir de Los Angeles.
Et on a mis des écrans pour qu'ils puissent refaire exactement le même mouvement que le comédien, le plus synchro possible. Trop bien. Avec l'éclairage qui... Le même éclairage, absolument. Ouais, pas tout à fait le même, mais au mieux qu'on était capable de recréer pour avoir le veston. Évidemment, le timing n'est pas parfait, donc après ça, les artistes en composition vont reprendre cet élément-là, ils vont étirer le temps, vont bouger un peu le bras, vont changer le pli, C'est un travail de moine de faire ça, mais ça fonctionne. Et ça prend combien de temps pour changer un veston comme ça? Tu sais à peu près? En temps, je sais pas, parce que c'est plusieurs personnes qui travaillent en parallèle, mais je peux vous dire que ça coûte cher. Tu m'étonnes. C'est dingue. En fait, on peut tout faire, mais c'est du temps et de l'argent. Mais c'est ça, il y a tellement de portes qui peuvent être ouvertes maintenant que comme tu peux tout faire, là, tu te poses la question, est-ce qu'on peut faire ça? Avant, on ne se posait pas la question. C'est juste on faisait avec. Combien ça va coûter? La porte était ouverte, on a fait un changement de plan, on est revenu, la porte est fermée. OK, la porte est fermée, on espère que personne ne va le remarquer, parce que si quelqu'un le remarque, c'est parce qu'il n'écoute pas le film. Voilà, c'est ça. C'est assez dingue. Bon, on en parlait un peu tout à l'heure, c'est David Fincher qui est un maître là-dedans. C'est-à-dire qu'en gros, lui, il a fait beaucoup. Il vient des FX aussi. Hein. Il voulait travailler chez LM, il a travaillé. Et du coup, il arrive à penser ses films tout en pensant comment il pourra modifier des éléments du décor ou de la scène sans que ça se voit. Et c'est vrai que lui, c'est génial. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est pas des explosions. Mais c'est des choses qui ne se voient pas, comme le changement de veste, le changement de regard. Par exemple, dans Millennium, ils ont changé la tête. En gros, le cascadeur, il avait le casque. Et en fait, ils ont changé le casque par la tête de l'actrice. Et on a l'impression que c'est elle qui conduit, quoi. Et c'est un truc qu'on voit pas à l'image. Et c'est dingue. C'est trop chouette de faire ça. Ça doit être hyper intéressant parce que des fois, tu dois te retrouver face à des problématiques. C'est OK, bon, la veste, comment on fait? Comment on va faire? C'est ça, en fait. Et puis après, c'est du. Ouais, puis après, est-ce qu'il faut vraiment le faire? C'est la question qu'il faut que tu te poses parce que tu pourrais passer 3 ans en post-prod, puis tu pourrais passer 25 millions de dollars à corriger chaque image, pixel par pixel. Tout dépend de l'importance de cette veste. Oui, c'est ça. Mais dans Driver, typiquement, tu dois la changer la veste. Ouais. Est-ce que tu as commencé un peu à travailler avec des technologies de style deepfake, justement Oui. Ouais, c'est ça. La place de l'intelligence artificielle aujourd'hui ça va être dans la prod. Ce qu'on appelle un game changer. Ouais. J'ai vu beaucoup de trucs avancés par certaines boîtes d'effets visuels où c'est complètement fou ce qu'on arrive à faire avec l'intelligence artificielle. Ouais. Bon, c'est sûr que pour l'instant, les programmes ne sont pas nécessairement développés dans cette optique-là, mais du moment que des gens vont se pencher là-dessus, ça va révolutionner. Je vois des scènes de tests qui ont été faits où est-ce que tu as des images du plateau et puis là, tu veux rajouter un objet. Puis il y a plein de sources de lumière alentour, puis il y a la réflectivité, puis tout ça. Ouais. Tu peux créer un objet 3D, le mettre là, et puis l'algorithme va comprendre ce que tu fais, puis il va comprendre la scène, comment elle est éclairée par lui-même, puis il va créer resynthétiser, recréer les ombres, la réflectivité sur le décor environnant, tout seul. Puis là, tu peux bouger ton objet, puis c'est en temps réel. Donc, tu peux mettre des meubles, tu peux rajouter des trucs, enlever des trucs, puis il va recalculer tout. Donc, ça va enlever du boulot pour certaines personnes, évidemment. C'est la question que j'allais poser. Ça va en créer d'autres, mais oui, au niveau de la programmation, puis c'est pas le même genre de personnes qui vont avoir ces compétences-là. Non, c'est sûr. Il n'y a pas une peur quelque part que ça retire un peu d'aspect créatif aux productions? Un peu d'artistique au profit de que ce soit plus des programmeurs en fait qui bossent sur les tournages plus que des créas. Ouais, moi j'ai déjà dit il y a peut-être 15-20 ans, il va venir un jour où il va avoir une boîte au milieu, puis tu vas lui envoyer par courriel ton scénario, puis il va te faire un film. Et il va tout faire de A à Z, quoi. Oui, tu vas avoir un film à la fin. Ça va prendre 1 heure, tu vas avoir ton film. On en a pas mal parlé avec Chris de ça. On a pas mal supposé, hypothésé. Oui, mais il va faire tout. Il va chercher dans les banques de données ton casting, il va te créer tes personnages, il va trouver les vêtements, faire tes locations. Pas demain. Ça sera peut-être pas demain, mais j'ai fait l'expérience avec ChatGPT. J'ai demandé de m'écrire des scènes. Entre autres pour un film que j'ai fait cet automne. En lui donnant le contexte, c'est assez étonnant. Ouais. Il arrive à recréer une scène qui est totalement plausible dans le contexte, parce que je suis impliqué dans plusieurs films qui sont des biopics ou des trucs historiques. Et donc, c'est des choses pour lesquelles il y a immensément de contenu sur Internet sur lequel il peut aller tabler. Et puis, c'est assez... ça fait peur. Ouais. Petit point
Parce qu'un jour, il va arriver, si on mélange ça avec les algorithmes comme YouTube, ben c'est OK, je veux voir un film sur tel sujet, ben il va te créer ton film, mais ta version en fonction de toi, ce que tu es habitué à voir. Ouais. Donc, tu vas avoir une vision de la réalité qui va être très alternative comparée à ton voisin. Parce que ça peut paraître vachement dystopique. Quand je dis dystopique, c'est si on se projette, par exemple, je sais pas, dans 20 ans. On va imaginer que cette technologie-là ça prendra pas 20 ans, ça, je peux te dire ça. Plutôt Ouais, beaucoup plus tôt. Probablement 10 ans. Ouais. Tu mettrais combien de temps 10. 10 Ouais. Bon, il va y avoir des balbutiements avant. De ça, ouais. Mais quelque chose de crédible, moi, je pense que dans 10 ans, c'est possible. Bah, de toute façon, maintenant, tu vois, il y a des IA qui te composent des morceaux originaux. Mais c'est toujours à partir de. C'est jamais original. Mais imaginons par exemple quelqu'un, journée type, rentre du boulot, a envie de se détendre, va sur le Netflix 3.0 et dit bah voilà, j'ai envie de voir un film de divertissement avec la tronche de comment il s'appelle, Adam Sanders. Je veux un labrador dans le film et puis tu me racontes une jolie histoire qui va me faire dormir. Et tu vois ton film qui est fait sur mesure. Et tu vois ton film qui t'aura un temps de rendu. Mais donne pas trop d'idées. Ça serait peut-être pas aussi ouvert que ça. Peut-être qu'ils vont te proposer de dire une histoire de tel type ou sur tel événement avec tel acteur. Puis là, en fonction de ce que tu as écouté avant, ils vont le modéliser pour que tu aimes ça. Ouais. Et donc, tu ne seras jamais choqué. Effectivement. Et c'est dommage. Ce sera du vrai fanservice. Oui, parce que c'est la machine qui va te nourrir. L'ultime fanservice. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, l'algorithme n'est pas objective. Elle est subjective parce qu'elle dépend complètement de qui l'a programmée. Imaginons par exemple, je sais pas, que là on est en 3e guerre mondiale, que la crise Ukraine, Russie, États-Unis s'aggrave avec la Chine en plus. Potentiellement, on pourrait avoir du coup des propagandes, enfin des films de propagande qui seraient générés. Puis sans nécessairement être voulu. Les algorithmes faits par Google ou par YouTube pour consulter le contenu ne cherchent pas nécessairement à orienter vers quelque chose qui est de leur visée à eux. Mais à force, l'algorithme se renforce par rapport à ce que tu écoutes et crée un biais énorme. C'est pour ça qu'on parle d'éducation. Donc, si le film, on peut dire interactif au menu ou créé par l'AI est écouté par quelqu'un qui vient d'Angleterre versus quelqu'un qui vient de Biélorussie, il n'y aura pas le même film. Le problème, c'est quand c'est des événements historiques ou des trucs sociaux qui se passent. Où tu modifies la réalité. Ouais. Tu modifies aussi l'histoire par la culture. Et effectivement, si tu as des IA qui commencent un peu à modifier l'histoire, déjà qu'il y a des gens qui commencent à douter de l'existence des chambres à gaz et de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout peut être mis en question, quoi, clairement. Il y a des gens qui en doutent aujourd'hui, qui y croient pas, déjà. Ouais. Ce qui est grave, c'est qu'il y a de moins en moins de survivants de ce moment-là. Ouais. Pour raconter. Donc, c'est ça. Et même avec des survivants, il y a des gens, ils y croient pas, parce qu'ils disent que c'est trop. Alors qu'on peut basculer vers un truc comme ça assez rapidement. Je suis sûr qu'à l'époque, ils pensaient pas que ça allait... Puis avec le deepfake, maintenant, tu peux créer ton propre narratif et créer des images d'archives qui n'ont jamais existé. Et plus ça va aller, plus ça va être bien et là, ça va devenir, on sait pas. Parce que tu ne pourras plus te fier à personne. C'est un peu la technique de désinformation des Russes, c'est de à la fois alimenter la vérité et le mensonge en quantité égale, et puis une panoplie de trucs dans le milieu. Après ça, tu ne peux pas te fier à rien parce que tu dis c'est peut-être ça, donc je ne sais pas. Oui, c'est ça. Et donc au final, ça alimente les plus complotistes d'entre nous, j'ai envie de dire. Parce que tu es présenté devant une panoplie de trucs qui ont tous l'air hyper véridiques. Ouais, et si t'es pas un peu, même si t'es sensibilisé à ça, il y a des moments où tu peux pas faire la différence. Ah, c'est ça. Tu finis par douter en fait de tout, quoi. Puis pour ceux qui sont dans une espèce de pas de schizophrénie, mais t'as une part de toi qui a envie de croire, mais t'as toujours une part de toi qui va se mettre à douter de tout et n'importe quoi. Mais ça en dit long sur le modèle, sur le monde dans lequel on pourrait potentiellement vivre, quoi. Un monde dans lequel on n'aurait pas confiance en ce que n'importe qui pourrait nous envoyer, à qui on est en train de parler demain, je sais pas, sur qui on a au téléphone. Il y a effectivement qui nous appelle, est-ce que c'est un vrai employeur ou est-ce que c'est quelqu'un qui a des intérêts? Ce qui est maintenant possible au niveau des effets spéciaux, mais ce qui est possible maintenant dans les effets spéciaux va pouvoir se faire sur n'importe quel ordinateur dans quelques années. Mais même avec des applications maintenant. C'est que je peux me filmer. Tu peux changer ta tête. Et je peux changer ma tête en temps réel pour afficher la tête de n'importe qui, que je peux retrouver des images sur Internet. Il me suffit de trouver 15-20 images d'une autre personne, même d'une fille. Et puis je peux parler en temps réel, avoir la voix de la fille et puis avoir son visage et les expressions et tout va suivre. Puis je peux dialoguer avec. Parce que le problème, justement, de l'authenticité, c'est que tu peux pas voir la personne qui réagit en temps réel à ce que tu dis, mais ça s'en vient, ça va être possible très, très bientôt. Mais c'est déjà possible. Déjà, même aujourd'hui, tu prends une photo
Et la photo, tu peux la faire parler avec ta bouche. Ouais, c'est rudimentaire quand même. C'est rudimentaire, mais tu peux le faire sans aucune connaissance. Oui, mais tu mets 3-4 années de plus là-dessus. Oui, c'est ça. C'est que pour l'instant, on est quand même sur un truc qui est un peu rudimentaire, mais qui est rigolo. On peut s'amuser avec. Mais c'est vrai ce que tu disais. Tu mets notre tête, juste avec une photo, tu pourras... Rien qu'avec les filtres en soi. Les filtres Snapchat, t'as plein de gens que ça déforme suffisamment pour pas que tu les reconnaisses. Quoi. Le tracking est tellement bien fait. Ce qui crée énormément de complexes d'ailleurs. Quoi. Mais t'as beaucoup de gens, par exemple... complexes. Non, pas moi particulièrement, parce nous en parler. Je n'ai pas Snapchat sur mon téléphone. Mais t'as énormément, par exemple, particulièrement la gente féminine qui... J'ai une amie, par exemple, je citerai pas son nom. Mais j'ai un ami. Non, je rigole. Je t'embête, pardon. Mais non, j'ai une pote qui, par exemple, elle se prend tout le temps en photo, mais uniquement avec des filtres Snapchat. Oui. Et sur Internet, tu verras jamais une photo d'elle qui n'est pas filtrée. Qui n'est pas retouchée. Parce qu'elle supporte pas de voir sa tête qui n'est pas filtrée. Ouais. Du coup, le filtre est devenu, pour elle, sa norme. Et t'as plein de gens pour qui, par exemple, vivre dans le métaverse à travers un avatar serait suffisamment déconnectant du monde pour être rassurant. Quoi. Ouais. C'est se mettre vraiment dans une bulle, très confortable pour complètement éviter un monde gris. Mais là, c'est Matrix, quoi, c'est le pitch. C'est totalement ça. Ouais. Du coup, pour revenir sur la prod, est-ce que c'est souhaitable? Je crois pas, non. Est-ce qu'on a envie d'un monde où on nous raconte des histoires telles qu'on a envie de les raconter, ou est-ce que... Telles qu'on a envie de les écouter plus. Comment? Telles qu'on a envie de les voir. Enfin... J'ai dit quoi? J'ai dit écouter? Raconter. Ah, pardon. Non, mais t'inquiète. Non, mais est-ce qu'on a envie de voir des histoires? J'ai été très surpris, par exemple, par Interstellar. Je suis pas du genre à regarder les teasers, parce que j'aime bien être surpris. Donc, généralement, je vois qu'il y a un film. Je vais en parler de ça après. Pareil, parce que la thématique. Parce que moi, étant producteur, ayant lu des dizaines, centaines de scénarios, je vois le trailer, je sais très bien c'est quoi le film. Ouais, non, je connais tous les points de chute. Je suis très rarement surpris. Mais et tu vois, même maintenant, c'est pire. Excuse-moi, juste vas-y, je vais zapper après. Le truc là qui arrive depuis quelques années, c'est-à-dire que t'as la bande-annonce, mais juste avant la bande-annonce, t'as la bande-annonce de la bande-annonce. Genre, dans cette bande-annonce, vous allez voir de l'explosion, bam, de l'amour, tac, tac, tac. Après, t'as le titre, et là, t'as la bande-annonce qui commence. Je sais plus comment ça s'appelle ça, les pré... Inception, teaser dans le teaser. Mais c'est ça, le truc, genre, bah, dans cette bande-annonce, vous allez voir ça, bam. Et ensuite, t'as une bande-annonce qui est elle-même ultra cutée. Non, mais ce truc-là, moi, ça me rend dingue. Et c'est vrai, je regarde plus de bande-annonce non plus. Enfin, je regarde le premier trailer. Si tant est qu'elle te spoil pas le film, parce que t'as plein de bandes-annonces qui te racontent un peu du milieu, un peu de la fin, un peu du début, un peu de la fin. T'as tout. T'as tout, quoi. Alors que le trailer, ça devrait être la mise en bouche du film. Ça devrait être l'introduction avec quelques scènes comme ça dans le désordre, juste pour attirer ton attention sans que tu comprennes. Mais maintenant, c'est l'histoire au complet. Des fois, ils donnent même la fin. Il y avait Disney qui, pour le film Zootopia, avait mis dans sa bande-annonce, c'était juste un petit teaser où il balançait une scène, et c'était la scène où t'as le paresseux qui se met à rigoler, mais au ralenti, quoi. Ah, oui. J'aurais adoré la découvrir au cinéma, cette scène. J'aurais beaucoup plus rigolé, parce que là, du coup, je savais, c'est impossible qu'ils la mettent pas dans le film, mais j'aurais adoré la découvrir sur grand écran, quoi. Et du coup, ça m'a un peu cassé mon truc. Alors, le film est excellent, on peut rien dire là-dessus, mais faudrait qu'il se calme. Message à vous. Calmez-vous sur les teasers. Calmez-vous sur les teasers, soyez plus inventifs. Ou faire des faux teasers. Ou faire des faux... Carrément. Faire des faux teasers, ce serait très intéressant. C'est un autre média qui est le jeu vidéo. Hideo Kojima, qui est le créateur de la saga Metal Gear. Je trouve que c'est tellement... Les bandes annonces et les trailers des Metal Gear, c'est tellement... C'est brillant parce que ça spoil rien. Et en fait, souvent même, ça emmène... dans des directions opposées. Dans une fausse direction. C'est-à-dire que le gars, il va te faire des teasers, il va te faire des trailers qui vont souvent être marrants, tu vois. Mais même quand... parce que Metal Gear, c'est une saga d'espionnage. J'espère que tout le monde connaît. Bon, bref. Non, et en fait, tu pourrais très vite spoiler des éléments du jeu. Et en fait, non. Il est sur du truc où, à chaque fois, soit il donne quelques éléments un peu énigmatiques, tu vois, où tu pars sur un truc qui n'a rien à voir, mais il te vend quand même, il te donne quand même envie de jouer, en fait, et de découvrir l'univers. Et c'est vrai qu'il y en a trop peu de films comme ça où, comme ils veulent être sûrs que les gens y voient, ben, ils mettent trop de trucs, tu vois. Et du coup, c'est vrai que c'est dommage de pas être plus inventif et de réfléchir à un teaser, tu vois, quitte à créer du contenu en plus, tu vois. Exactement, créer des bouts de scène ou donner l'ambiance. Je pense qu'il y avait une série qui était, je pense que c'était Park and Recreation, série américaine,
où à la fin, tu avais un genre de teaser de l'épisode suivant, mais ça n'avait absolument rien à voir avec ce qui allait se passer. Aucun lien. C'était comme une fabulation. Puis quand tu écoutais l'épisode actuel, puis tu voyais le truc, tu te dis, oui, c'est possiblement ce qui va se passer, mais jamais rien de tout ça arrivait dans l'épisode suivant. C'est énorme. Du coup, c'est juste construit pour essayer d'amener le spectateur, de le garder. Ouais. Et c'est là où c'est quand tu as une équipe de créatifs que c'est pas juste des. Enfin, je veux dire, des publicitaires, il y en a des hyper créatifs. Mais c'est pas juste parce que tu as des producteurs qui n'ont pas forcément de vision artistique ou de sens artistique, quoi, quand c'est juste des financiers. Il y a des moments, c'est un peu d'ailleurs pour ça qu'on voit des films qui sont recutés par des gens qui, au final, n'ont pas de sens artistique ou qui voient juste l'argent. Et du coup, ils se disent, tiens, je vais prendre l'exemple de ce qui s'est passé avec Suicide Squad. Le premier Suicide Squad, en fait, c'était vendu au début comme un truc... Il y avait eu un premier teaser qui était trop bien, qui était vendu comme un truc sombre, vraiment, parce qu'en fait, on suit les méchants, un peu de l'univers de Batman. Il y a le Joker, enfin bref. Et en fait, entre-temps, je crois qu'il y a eu les Gardiens de la Galaxie, du coup, ultra coloré, très saturé. 80s, très... Et toutes les bandes annonces qui sont arrivées après de Suicide Squad, c'était que des trucs hyper colorés. Ils ont essayé de faire un truc marrant, alors que de base, ça en est pas. Hein. Quand on voit le comics de base, c'est pas un truc marrant, quoi. Et là, ils sont arrivés. Le premier Suicide Squad, tu sens que c'est un peu hybride. Ils sont un peu le cul entre deux chaises. Ouais. Je pense que c'est pas un gars qui aime le comics qui l'a fait, ce truc. Et sans doute un producteur qui s'est dit, putain, il y a les Gardiens de la Galaxie, ça fonctionne. Ouais. Oui, je crois que c'est parce qu'ils avaient commencé dans le Gardien de la Galaxie, c'est très pop culture, très BO années 80. Ouais, carrément. David avec la mixtape. Comment ça s'appelle déjà ? La cassette qu'il a. Ouais, c'est une mixtape. Je me rappelle plus, mais c'est la mixtape, mais elle a c'est une compile, quoi. Mixtape, machin chouette. Bref. Et en fait, ils ont vu ce truc-là. Je suppose, hein, c'est ce qu'on a entendu un peu les bruits de couloir. C'est en gros, ok, on va mettre une super BO. Et en fait, dans le film, t'as de la BO, mais ça n'a aucun sens. En fait, ils te mettent des trucs, ils enchaînent des morceaux. Ouais. Ça sert pas le propos, quoi. Une seule seconde. Donc ça, effectivement, tu te dis, bon, là, c'est peut-être juste l'œuvre d'un gars. Il a vu que ça fonctionnait, il a repris, il a monté. Les films de studio, c'est quand même assez particulier. Parce que il y a plein de gens impliqués à haut niveau du studio qui n'ont aucune connaissance du cinéma, qui sont des businessmen, et qui, eux, font juste regarder des feuilles de statistiques d'audience en fonction de tel critère. Et ils prennent des décisions en fonction de ça. Et souvent, pour un même film, j'ai vu, tu as 8 exécutifs de studio qui vont donner des commentaires sur le film quand on est au montage. Et puis, ça part dans 8 directions différentes. Ouais. Mais du coup, est-ce que l'IA ne les remplacera même pas, eux, en premier ? Est-ce que ce serait pas dans le sens où ils travaillent un peu comme une IA ? Ouais. Donc, moi, dans les projets que je fais en ce moment avec les Américains, je suis avec des gens qui ont quand même une bonne notoriété, qui ont quand même un pouvoir de négociation. Et ce que je demande aux studios ou aux streamers, c'est complet contrôle créatif. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas le droit... Ils peuvent donner leurs commentaires s'ils veulent, mais si j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre. C'est ça que j'aime bien. Ça, c'est mon gars. Mais il faut quand même... faut quand même être avec des gens au niveau créatif qui ont une feuille de parcours impeccable. Oui, ok. Parce que, comme dans leur... J'ai un auteur avec lequel je travaille en ce moment, je pense que dans ses 6 derniers films, il y a eu 21 nominations aux Oscars pour les gens qui travaillaient sur les films, dont lui en a eu 4. Bon. C'est pas beaucoup, mais ça va. C'est pas mal. Il peut mieux faire. Donc, quand on approche des gens avec cet auteur-là, c'est sûr qu'on a un plus grand pouvoir de négociation. Ouais. Et puis, même des fois, ils sont prêts à nous financer sans avoir lu le scénario. D'accord. Ah oui, juste basé sur l'auteur, qui est une machine à dollars, puis aux acteurs qui sont attachés au projet. C'est un peu, au final, quand je parlais de l'algorithme Netflix, c'est un peu ce qu'ils avaient fait à l'époque avec House of Cards. Mais en gros, ils avaient pris Fincher, Spacey à l'époque, et je sais plus qui avait écrit le truc. Et en gros, c'est ça, et tu les mets ensemble, et puis ça donne une série forcément qui a des chances de cartonner, quoi. Ouais. Mine de rien, ils n'ont pas eu tort, parce que ça a fonctionné, quoi. Ouais, ça a beaucoup aidé Netflix. Ouais. Oui, ça, ouais. Okay. Ça l'a catapulté Netflix, cette série-là. Ouais. Mais encore là, c'est parce que Stephen Fincher, il a dû obtenir probablement un contrôle créatif, si c'est pas total, pratiquement total. Parce que les gens chez Netflix, encore une fois, c'est pas les gens qui sont les
les plus versés en termes de culture cinématographique. Ou, Non, c'est des businessmen aussi. des businessmen. Puis Netflix est assez particulier comparé aux autres parce que c'est un très petit cercle de gens qui décident de tous les projets. D'accord. Et ouais, ça donne ça. Ouais. Et il disait que House of Cards, c'était la première série où justement ils avaient livré toute la série d'un coup. Ouais. C'était assez novateur, ça. Et après, ça a lancé tout ce qui est binge-watching. Ouais, ils sont en train d'essayer de revenir un peu là-dessus. Hein, parce que c'est un modèle qui. Que sur les grosses ouais, franchises. sur certaines grosses Tu vois, franchises. The Last of Ils ont, Us. ils ont tendance à les garder. Ben, c'est Prime. C'est Prime, oui, mais c'est pas. Mais sur Prime, ça va. Enfin, c'est un truc qu'ils font. Avec les Anneaux de pouvoir aussi, pareil, ils n'ont pas tout balancé d'un coup. Tu avais les épisodes qui sortaient petit à petit. Avec The Last of Us, pareil. Et Netflix a quand même gardé ça, de sortir tous les épisodes d'un coup. Mais il y a certaines séries où ils vont. You, par exemple, qui est sorti là dernièrement, la saison 3 de You. Je connais pas. Tu dis ça parce que t'aimes pas? Non, je connais pas. Mais ils ont sorti les 5 ou 6 premiers épisodes là dernièrement. Et ils vont sortir du coup le reste le 9 mars de mémoire. Ils avaient fait pareil pour La Casa des Papel, un peu. Ouais, puis Stranger Things aussi, la dernière saison. La dernière saison, c'est séparé en 2 morceaux. Du coup, ils essayent petit à petit d'essayer de ne pas trop frustrer. Enfin, ils incorporent ça petit à petit. Mais des fois, c'est des impératifs de production aussi, parce que des séries comme Stranger Things, maintenant, la post-production est tellement grande comparée à, mettons, la première saison, parce qu'il y a tellement de VFX maintenant, que question de ne pas attendre 2 ans de plus et perdre ton auditoire, ils préfèrent segmenter en 2 blocs. Et après, ils segmentent, mais ils laissent pas beaucoup de temps non plus entre. Non, des fois, c'est peut-être 6 mois ou 3 mois ou 4 mois, là, mais c'est à l'automne, puis après ça, c'est au retour en janvier. Stranger Things, qui est de la même manière que Le Gardien de la Galaxie, a laissé un gros impact culturel derrière lui. Quoi. Le retour aux années 90. Gros fan service. Aux années 80 même, c'est. C'était pas trop mal foutu, mais bon. Ouais. Non, mais du coup, tu as beaucoup de séries qui ont surfé sur ce truc-là sans forcément que ce soit justifié dans l'histoire ou dans même le style. Ouais. Bah, ça, dès qu'il y a un succès, de toute façon, t'as toujours derrière qui... Il y a une certaine génération des gens qui étaient jeunes dans les années 80 qui correspondent qui correspondent un peu à ma génération. Et dans ces années-là, il y a quand même eu quelques films très intéressants qui ont accroché les gens au niveau du cinéma, plus science-fiction fantastique. Là, si je pense à tous les films de Spielberg et les Star Wars aussi, Indiana Jones. Puis il y a quand même beaucoup de films des années 80 qui sont restés iconiques. Puis il restait une nostalgie de cette époque-là. Avec les années, dans les années 90, c'était moins ça. Et donc, ces gens-là qui sont maintenant rendus dans la quarantaine, cinquantaine, aimeraient revoir des films de ce genre-là. Donc, les années 80 sont revenus à la mode dans la culture cinématographique pendant une période. Puis quand les gens ont vu que ça prenait, ben là... Ouais, ça y est, quoi. On va maximiser ça, mais ils ont tué la poule aux œufs d'or. Et dis-moi, est-ce que toi, dans ta carrière, est-ce que tu as des gens qui t'ont inspiré? Est-ce que tu as un mentor ou des mentors, ou que ce soit des gens que tu connais ou même des personnages fictifs ou des personnages historiques qui t'inspire et qui te fait avancer? Est-ce que tu as des gens sur lesquels tu t'es appuyé? Bah, c'était beaucoup mon père au début, même s'il voulait pas que je fasse ça. Malgré lui, c'était... Forcément, malgré lui, à son corps défendant. Ça a été beaucoup ma source d'inspiration. Sinon, ça a été souvent des rencontres comme ça, sur des plateaux. Si je prends des personnes que j'ai jamais connues, mais qui viennent du milieu du cinéma, je dirais Truffaut, quand même, une bonne source d'inspiration pour moi. À quel niveau? Ben, mon film... je ne sais pas si je devrais dire fétiche, mais un film qui me touche beaucoup parce que c'est très, très proche de l'expérience que j'ai vécue, c'est La Nuit américaine. Parce que quand j'ai tourné un film en Europe, en France, à Thonon, sur le bord du lac Léman, j'avais 17 ans. Je suis venu ici pour 7 semaines pour tourner un film. Mon père était coproducteur canadien pour ce film-là. Et j'ai vraiment vécu un plateau qui était exactement une reproduction de ce film-là. Et j'avais pas vu le film avant, je l'ai vu peut-être 2-3 ans après. Et ça t'a parlé? Ça m'a parlé instantanément parce que c'était exactement l'ambiance. Pratiquement tout ce qui se trouve dans le film, je l'ai vécu. D'accord, ok. Et le réalisateur était un ami de Truffaut, il écrivait dans les cahiers du cinéma avec lui. Donc il venait de la même école. C'était un peu le même genre de réalisation. C'était un peu le même genre de plateau. C'était très spécial. J'avais l'impression de voir un documentaire sur ce que j'avais vu. Bon, c'est sûr que le film datait un peu par rapport à l'époque où moi j'ai tourné ici, mais
Ouais, mais ça, du coup, ça a une résonance en toi. Ça donne une très grande résonance en moi et j'aime ça le regarder une fois toutes les 5 à 10 ans. Pas trop souvent parce que je veux pas le brûler, mais Ouais. juste pour revenir dedans. Puis, Je pense qu'on a tous un film un peu comme ça qui est un exutoire ou alors ouais. le truc un peu câlin, tu vois. T'as besoin de le retrouver. Puis même Oui, les ouais, personnages, quand tu- la script, tout ça, c'était pratiquement les mêmes personnages que j'avais sur le tournage. Puis comme j'étais C'est très jeune génial. quand même à l'époque, ça m'a beaucoup impressionné. Puis, Ouais. puis c'est un film où j'étais même pas supposé vraiment travailler sur le film. Mon père m'envoyait un peu en Europe, c'était la première fois que je venais ici. Il me disait, il y a une location principale, c'est un château. Ça prend quelqu'un pour le garder la nuit, fait que tu dormiras là. Puis s'il y a quelque chose, t'aides l'équipe. Puis voilà. Ah oui, un peu multitâche sur le plateau. Ouais, c'est ça, tu sais, une petite aide. Fait que là, le régisseur, qui manquait un peu de personnel, il dit, peux-tu nous aider? Je dis, oui, je vais être assistant de production. Fait que Ouais. là, premier jour au tournage, je fais ce que je peux. Je connais pas le système français, même si je connais un peu le système canadien. J'essaie de m'habituer à ce qui se passe. Puis j'essaie d'aider tout le monde, ce qui n'est pas nécessairement le cas partout. Ça dépend des pays, mais comme aux États-Unis, c'est extrêmement segmenté. Si tu es électro, tu peux pas être machinot, tu peux pas aider les machinos, c'est par convention. Là, tu vas avoir un grief, puis ça met le feu. Ah oui, t'as pas le droit du tout. Tu Ouais. touches pas un câble. Au Québec, surtout à l'époque où moi j'ai commencé étant tout petit, c'était très familial. Donc tout le monde aidait tout le monde. L'important, c'était de faire le film. Ouais. Parce que c'était des films faits avec peu de moyens. Il fallait. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, ce truc de convention, ça dépend aussi Ouais, des moyens que t'as. exactement. Puis moi, j'étais habitué à ce modèle-là parce que j'ai grandi là-dedans, puis c'était très familial. Donc, je suis arrivé ici. Donc, quand j'avais fini mon boulot d'assistant de production, de ramasser les poubelles, de déplacer quelques trucs, ben après ça, je disais, OK, je vois une pile d'équipement qui appartient aux électros. Je vais aller les voir. Est-ce que tu veux que je déplace ça vers ton camion? Oui, OK. Ouais. Puis, au bout du premier jour, chef électro, tu allais voir le régisseur, il dit non, moi, je le prends. Trop bien. Et donc, t'es devenu électro. Je suis venu électro. Après ça, au bout d'une semaine, ben, j'aidais aussi le machinot. Ouais. Du coup, t'es devenu machinot. Puis là, du coup, quand les machinots avaient besoin d'aide parce qu'ils n'étaient pas beaucoup, ben, ils venaient me voir. Puis rendu à la semaine 3, ben, c'est moi qui poussais le dolly avec la caméra. Donc au final, tu as touché Pendant les scènes, quasiment tous les corps de métier, de la technique. Ouais, j'ai dans le fait cinéma. un petit peu d'aide à la caméra. J'ai fait machinot, électro, assistant de production, puis un peu tout. C'est super enrichissant de pouvoir du coup toucher à tout ça. Ouais. Ça fait de toi un prod en fait qui comprend en fait ce qui se passe vraiment sur le plateau, quoi. Oui, parce que je viens du plancher des vaches, Ouais, c'est ça. premièrement. J'ai vraiment fait mes classes, Ouais. même si j'aurais pu passer directement plus haut. J'ai fait mes classes à tous les départements et comme je discutais avec votre maquilleur tout à l'heure, à part le maquillage et la coiffure, j'ai au moins fait une fois tous les postes qui existent sur un plateau. Ça te permet de mieux parler aux équipes quand tu connais Exactement. Enfin, d'être plus juste quand tu dis... Quand tu donnes des... Donc, quand le chef Des machinot conseils. m'arrive avec un délire de ça me prend telle grue, machin, tout ça pour faire la prise de vue, je dis non, il y a telle autre grue, coûte moitié moins cher, tu vas la chercher à telle place. Ouais, c'est ça. Ça va très bien faire l'affaire. Très bien. Il est intransigeant avec les équipes et les profiteurs. Je voulais savoir, du coup, dans les tournages que tu as eus, c'est quoi un des plus grands défis que tu as pu avoir? Pas seulement un défi complexe pour moi, mais un défi inattendu. C'était le dernier film que j'ai tourné à l'automne dernier. J'étais impliqué au niveau de la production et de la post-production. C'est un film qui se tournait à Boston, c'est un film américain. Et la boîte de société d'effets visuels avec laquelle je suis aussi associé fait les effets visuels et toute la post-production. J'étais au niveau de la pré-production à Boston pour arranger un peu tout comment allait fonctionner le suivi, puis des contrats. C'était vraiment très, très business comme implication que j'avais sur ce film-là. Et plus on avançait dans la pré-production, plus on voyait que le besoin en effets visuels allait être important, contrairement à ce qui avait été pensé à l'origine. À l'origine, on voyait qu'il y avait peut-être 3-4 scènes où il y avait besoin d'effets spéciaux. Et en fait... C'était beaucoup plus que ça, parce que c'est un film d'époque, c'est un film qui se passe au début des années 80. C'est un film sur la vie de Andy Warhol et Jean-Michel Basquiat qui ont eu une collaboration dans les années 80. Et après, ils sont devenus amis à travers ça. Et ça a été quand même quelque chose d'assez pivot dans la culture populaire des années 80 et même jusqu'à maintenant, parce que les toiles se vendent à plus de 100 millions de dollars maintenant. Et en voyant les locations, en voyant qu'est-ce qu'ils voulaient faire, on voyait qu'il allait avoir beaucoup de maquillage à faire et enlever des détails et rajouter d'autres choses, puis pour s'assurer que ça soit crédible.
Donc, je me suis retrouvé là et puis il n'y avait pas de superviseur d'effets visuels de prévu. Il n'y a personne de disponible dans les gens avec qui on faisait affaire normalement. Moi, j'ai jamais fait ça, même si c'est quelque chose qui m'intéresse depuis que je suis adolescent. J'avais pour ambition de peut-être aller travailler pour ILM, Industrial Light and Magic, quand j'étais jeune, de juste prendre mon sac à dos puis de d'aller à Venice Beach, en Californie, puis d'aller cogner à la porte puis dire je veux faire quelque chose pour vous. S'il vous plaît, je suis là. Moi, j'avais jamais fait à l'époque, mais bon. J'avais toujours aimé garder contact avec cette partie-là. Beaucoup écouter de making-of pour ça, comprendre exactement comment ça fonctionne. Alors, je me suis proposé, je dis, je suis là. Puis en même temps, les autres producteurs qui sont sur le film, c'est des gens avec qui on va faire affaire pour d'autres films par la suite. Donc, ça va me permettre d'être un peu avec eux pour parler business quand on attend sur le plateau. Et puis, je pensais au début que j'allais être là peut-être 2 semaines. Puis finalement, j'ai fait tout le film là-bas, les 7 semaines de tournage. Et puis, ça m'a fait du bien de retourner sur le plateau. Ça faisait longtemps que... Tu me disais, ça faisait longtemps que tu n'en avais pas fait. Parce que quand on est producteur, on vient 1 fois ou 2 par semaine. On vient quand ça nous arrange, pas nécessairement à 4 heures du matin. Mais là, il fallait que je sois là tout le temps. Parce que le réalisateur, qui est un très bon metteur en scène au niveau théâtre, c'était quand même son premier film. Donc, il avait besoin de se faire guider. Surtout sur les FX, quoi. Enfin, à ta prise de vue, il faut que ce soit carré. Ouais. Et donc, je me suis intégré comme ça à l'équipe dans quelques jours. Et puis, ça m'a fait du bien d'être sur le plateau puis d'avoir un aspect plus créatif, artistique au niveau du film. Et j'ai bien aimé mon expérience. Alors, c'est peut-être quelque chose que je vais répéter parfois, même si je suis beaucoup occupé par ma fonction de producteur. Je vais peut-être essayer de faire 1 fois par année, peut-être, ou 1 fois par 2 ans, au moins un plateau comme ça, où est-ce que je peux aller prendre contact avec l'équipe beaucoup plus... histoire de faire un peu plus de terrain, quoi. Ouais, plus de terrain, puis plus être impliqué au niveau créatif, artistique, c'est quelque chose qui est intéressant quand même. Ouais, c'est stimulant. Ouais. Pardon, vas-y. Du coup, tu as fait beaucoup de techniques, mais il y a un truc qu'on n'a pas abordé, c'est l'animation. Est-ce que t'as voulu à un moment donné faire de l'animation? Est-ce que tu as déjà fait de l'animation? Non, pas de l'animation dans le sens film d'animation. Ouais. C'est quelque chose que tu aimerais faire? C'est quand même un domaine particulier, très, très différent. C'est pas du tout les mêmes genres d'équipes. C'est un travail de beaucoup plus longue haleine. J'ai un ami qui, lui, fait de la production de films d'animation. Puis c'est vraiment une spécialisation en soi. C'est pas du plateau. C'est des films qui peuvent prendre 1 an, 2 ans, 2 ans et demi à faire. Voire plus, voire plus, bon, dépendant du contexte. Ah oui, sans compter la pré-prod. Oui. C'est un travail de moine. Pas facile à financer. Pourquoi? Qu'est-ce qui rend difficile la parce financiarisation? que c'est tellement long comme processus que, à part les institutions ou le cinéma national, des fois, qui investit dans ce genre de film-là, à part si on travaille pour Pixar, mais des films comme Pixar, c'est vraiment traité comme un film au niveau business. Parce qu'ils ont... comment ça s'appelle? Ils ont le roulement aussi qui fait. Ils ont le roulement, puis pour financer ces films-là qui coûtent extrêmement cher quand même, qui coûtent le même prix que des films de studio, ça prend des vedettes pour faire les voix. Sans ça, c'est des films qui se font pas. T'as beau avoir le meilleur scénario, le cinéma américain, si t'as pas une vedette, ou plusieurs vedettes, le film se fait pas. C'est l'acteur. Quand t'as Disney derrière aussi, c'est un autre... c'est un autre délire. C'est partie des raisons pour lesquelles ils se sont fait racheter, entre guillemets, en 2005. Mais c'était pour avoir aussi un soutien financier de la part de Disney. Oui. Après, il y a eu pas mal de trucs derrière ce rachat. Mais Oui, bien sûr. Mais je veux dire, Disney avait la puissance financière pour pouvoir aider Pixar à développer leur projet. Oh, bien sûr. De toute façon, il n'y a rien qui peut les arrêter, je crois. Enfin, ils sont... Leur lourdeur. Oui, peut-être. Mais en termes de... Mais parmi les studios, Disney, c'est celui qui est le plus beige. Hein. Le plus beige? Oui. Ah oui. Il ne faut rien qui dépasse nulle part. On voit. De toute façon, on voit avec ce que devient Star Wars, mine de rien. J'ai l'impression que les seules fois où il y a des choses intéressantes, c'est quand ils laissent un peu tranquille. Tu vois, par exemple, Rogue One, je trouve que il y avait plus dans de tous les films Rogue qui ont One, été tournés dernièrement, toutes les 7, 8, 9, et même quand tu regardes Solo, on ne parlera pas de ce film, quand tu regardes Rogue One, je trouve que c'est le plus intéressant, même au niveau de la photographie, au niveau de l'histoire. Je trouvais que c'était chouette ce qu'ils ont fait de ça. Ils l'ont tourné comme un film de guerre, quoi. Ils l'ont clairement tourné vraiment comme un film de guerre, mais comme tu dis, c'est le prix à partie. C'est comme si on parle des séries, quand tu regardes Andor,
Bah, je trouve, mine de rien, c'est la plus intéressante des séries Disney, hein, toutes séries confondues. Hein. Ouais. En fait, c'est une histoire qui se déroule dans l'univers Star Wars, mais c'est pas l'univers Star Wars qui est mis vraiment en avant. Ok. Quand tu regardes ce qu'ils ont fait avec Obi-Wan, par exemple, c'est scandaleux. Hein. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Est-ce que tu aurais une recommandation d'une œuvre, que ce soit un film, de la musique, un jeu vidéo? Qu'est-ce qui t'a marqué dernièrement que tu aimerais bien mettre en avant? Bah, j'ai moins le temps de jouer aux jeux vidéo, Oui, peu évidemment. importe, une œuvre Même culturelle. si j'achète la plupart des gros titres, parce que j'ai un garçon qui a 16 ans puis qui, Ouais. lui, joue beaucoup. Du coup, tu joues par procuration. Ouais, c'est ça. Ouais, bon, des fois, j'ai des jeux que j'aimerais jouer, mais j'ai pas le temps. Fait que je m'assois à côté de lui pendant qu'il joue, puis Ouais. je le regarde jouer. J'ai le même problème. T'as un garçon de 16 ans? Je suis pas au courant. C'est toi, fiston. Papa. Allez. Je dirais que le seul jeu que j'ai vraiment joué activement depuis le début de la pandémie, c'est Call of Duty, Ah oui. parce que je peux jouer avec mon garçon. Puis, Ouais. lui, il est imbattable. Là. Je veux dire, il est de niveau Pro League. Là. Ah oui. Parce que des fois, il rencontre dans des matchs des gens qui sont des joueurs Pro League, puis il les aplatit, Ah oui. mais carrément. Du coup, c'est un bon prof. Moi, si j'aurais des recommandations à faire aux gens, c'est de lire des livres. Ah, Je pense que c'est important de revenir à ça. C'est quelque chose qui a été évacué avec tout ce qui est Facebook, médias sociaux. Oui. Et Ouais. j'étais agréablement surpris de voir dans le métro ici à Paris encore des gens lire dans le métro des romans, pas juste des trucs faciles, là, mais des classiques. Ce que je vois de moins en moins chez moi. Je trouve ça très, Ah ouais? très dangereux. Il y a peut-être des gens qui lisent aussi sur leur téléphone ou sur des liseuses. Ouais. Mais, Un bon livre, c'est quand même. Il y a la texture du papier. J'ai jamais pu m'habituer, même pour les scénarios. ouais, je préfère Les gens lire vont me sur, trouver arriéré un peu, mais j'aime imprimer mes scénarios. Parce que je peux écrire dessus, griffonner, Oui, mais prendre c'est mes notes. ouais, c'est bien aussi, j'aime bien aussi. Puis tu peux aller facilement revenir en arrière 4-5 pages parce que tel détail, est-ce que ça t'est bien expliqué là? Avec la liseuse, c'est Ouais, très ouais, pénible. c'est vrai. c'est vrai que j'ai un Kindle, mais J'avoue. Mais j'en ai une tablette. je l'ai pas. Moi aussi. Enfin, j'ai plein de livres dessus. Hein. Ouais. Par frénésie, j'en ai téléchargé plein. C'est mal le téléchargement, mais je les ai téléchargés légalement. Mais mais comment dire? J'ai dû en lire. Je crois que j'avais lu Fire and Fury, le livre sur Donald Trump, Ouais. au moment où il est sorti. Et au-delà de ça, après, quelques trucs sur la psychologie, mais au-delà de ça, Après, c'est bien de lire des pas trop. fictions, c'est chouette. J'ai utilisé un peu Ouais. Audible, mais c'est vrai que un livre au format papier, en fait, ouais, je préfère clairement. Il y a Ouais, l'objet. c'est- Ouais, Puis après ça, tu peux mettre l'objet sur ton étagère. Il y a une fierté de dire, j'ai ça. Quand on a Ouais, une c'est ça. Kindle, on sait pas ce je que tu préfère as lu. l'avoir Ouais. physiquement. Les gens, quand ils viennent chez toi, ils voient, OK, tu as lu ça. Donc, tu as des fois des Ouais. références communes sur lesquelles tu peux partir des discussions. Oui, c'est vrai. Ouais. Et ça m'amène aussi à la diversité des contenus aujourd'hui. C'est qu'il y a tellement de contenu par rapport à avant. C'est que les gens ont plus de références culturelles communes. Et on parle de Très peu. contenu. Je trouve que Ouais. ce terme, il est compliqué aussi. Ouais. Et on a créé du contenu. C'est-à-dire qu'en gros, tu crées du flux, du contenu, tu crées plus une. Ouais, c'est une quelque vraie- chose d'un peu bâtard qui fait partie de cette espèce de nébuleuse, quoi. C'est pas un truc singulier qui arrive à un moment. C'est juste quelque chose qui va alimenter la bête, quoi. Ouais, c'est exactement ce que tu dis. C'est référence commune. Il y a encore ça avec des séries principalement ou des gros films. Tu vois, par exemple, du Avatar. Mm. On sait que. Bon, Que je n'ai toujours pas vu. Ah, tu vois? lui non plus. Je Mais suis est-ce pas que ça veut seul. dire que c'est bien? Non, Est-ce mais que tu sais, on est des gens qui sont très occupés, donc Oui, je sais qui bien. sommes très occupés. Je sais. Mais il y a très peu. Puis les streamers essaient de se battre pour arriver à créer des mouvements comme ça. Ben, eux, ils veulent planétaire. Ouais. Il y a certaines séries, ouais. Mais il y a certaines séries qui c'est sûr, mobilisent beaucoup de gens, mais ça devient de plus en plus difficile parce que maintenant, il y a une panoplie de streamers. Donc, c'est Ouais, pas tout le c'est monde qui est vrai. abonné au même. Donc, tu peux Ouais. pas dire, écoute, telle série, ouais, mais je suis pas abonné à Amazon ou je suis pas abonné à Ouais. Disney+. Mais pour revenir à ta question sur des trucs qui m'ont peut-être marqué récemment, j'avais justement pris des notes pour quelques séries que pendant la pandémie, début de la pandémie, j'ai eu beaucoup de temps. Ouais. Oh, c'est bizarre. Parce que l'industrie, au niveau du cinéma, a beaucoup arrêté. La télé, chez nous, ça a pris peut-être un mois et demi. Et le gouvernement a rapidement mis en place des mesures pour qu'au moins ce secteur-là puisse fonctionner parce qu'ils voyaient que si on était pris là-dedans pendant un an, les gens allaient avoir besoin de télé. Bah oui. Et le Québec produit pratiquement toute sa télé à elle. Il y a très peu de trucs peu importés d'achats. dans notre télévision. D'accord. Très peu de trucs américains, et même, je trouve dommage, il y a très peu de trucs français parce qu'il y a quand même des très bonnes séries qui sont ici. Mais c'est la télé nationale très, très subventionnée et beaucoup d'émissions qui sont produites. Puis on savait que Ouais, des émissions.
que s'il y avait une interruption assez vite, le peuple allait s'énerver et puis qu'il allait commencer à pas respecter les règles de confinement. De confinement, c'est ça. Ils resteraient mieux chez eux s'il y a des bonnes choses à regarder en télé. Donc, j'ai fait un peu de rattrapage, des séries que j'avais pas fini d'écouter dans les années 90. Puis après ça, j'ai fait un peu le tour de beaucoup des trucs en Europe, en Asie, voir ce qui se passait un peu. Puis, je peux vous donner mes listes. Hein. Ouais. Allez, vas-y. Fais Alors, au tourner. niveau de la France, ce que j'ai beaucoup aimé, Bureau des légendes. Je suis dessus là en ce moment. Ouais. C'est chouette. Hein. Ça, je crois que c'est très, très chouette. Baron Noir aussi sur la politique française. Ah oui, j'ai pas regardé. Excellent. Mais, ouais. Excellent. Le casting est C'est avec fabuleux. Cadmerade? Ouais. Je Ouais, crois, c'est ça. oui. 10% aussi que j'avais pas vu. 10%, ouais, c'est cool aussi. Ouais, c'est bien. Ça s'écoute très bien. C'est pas besoin de comprendre la géopolitique contrairement aux autres. Là. Ah oui, non. Mais c'est des séries qui s'écoutent très bien. Mais le Bureau des légendes, quand même, les moyens ont été mis pour que ça se fasse comme il faut. Je trouve C'est que chouette. quand même Hein. très, très bien. Franchement, j'ai bien Tu aimé. m'as tanné pour que je le voie. Du coup, ça- J'aime bien le Bureau des légendes. Après ça, les pays scandinaves qui Ouais. font des choses quand même magnifiques, Ouais. malgré le fait qu'ils n'ont pas des très grandes populations. Entre autres, je pense à la Norvège, qui sont 6,5 millions d'habitants, je crois, Ouais. et qui produisent des produits d'excellente qualité. Une qui s'appelle State of Happiness, Ouais. Lakeland. C'est sur le début de l'industrie pétrolière dans les années 60 et comment les Américains sont arrivés, tout ça. Mais c'est vraiment basé sur des personnages, c'est pas nécessairement basé sur la business comme telle, mais c'est vraiment très bien. L'actrice principale est magnifique, elle joue très bien. Puis je conseille de l'écouter en norvégien. C'est pas si dur que ça, mettez des sous-titres, mais... Oui, de toute façon, je parle pas encore norvégien. Mais étonnamment, c'est c'est assez vite à prendre. Et sinon, l'autre vraie série qui est très, très pertinente d'écouter en ce moment, c'est Occupy. Occupy? Ouais, qui est une série norvégienne. D'accord. Sur un slow coup des Russes qui prennent le contrôle de la Norvège. Ah ouais. C'est étonnant à quel point ça se rapproche de situations actuelles. Ouais. Oui, il n'y a pas d'invasion militaire forcée dans celle-là, mais c'est comment, par la géopolitique, la prémisse de l'histoire, c'est qu'il y a un gouvernement vert qui se fait élire, ou en tout cas, qu'il y a question de coalition, c'est eux qui prennent le contrôle du gouvernement. Et la visée, c'est de couper l'exploitation pétrolière. En disant, ben là, c'est fini, il faut faire quelque chose. On a beau être un pays qui a plein de richesses comme ça. On a fait notre argent, on a notre fonds souverain. On peut s'en passer maintenant. On va donner l'exemple. Puis là, il y a une technologie de fusion au thorium qu'ils veulent mettre en place. Et puis, ils coupent. Et là, ça ne fait pas l'affaire des Russes. Bah non. Et donc, ils vont... Et donc, par des moyens politiques de pression et même d'invasion dans des plateformes reculées, où ils envahissent des plateformes pour remettre le gaz, littéralement. Puis après ça, c'est comment un pays comme la Finlande, qui n'a que 6 millions d'habitants, peut se battre contre une ingérence comme ça. Puis après ça, c'est la géopolitique européenne par rapport à ça. L'Allemagne, la France... Comment les gens vont se positionner. Et c'est un peu le même réflexe qu'avec l'Ukraine au début, c'est on bouge pas parce que bon, on sait que les Russes vont arriver, en 3 semaines ça va être fini, puis on n'aura rien eu le temps de faire. Le problème, c'est qu'ils résistent, puis ils sont obligés de se mouiller. Ah, c'est génial, ça a l'air cool, ça me tente. Ouais, puis comédien, casting très bon, très bien joué, la facture visuelle, elle est là, puis c'est étonnant qu'un pays comme ça puisse produire des produits d'aussi bonne qualité que ça. Ah, c'est dingue. Le pitch, moi, m'a vachement mais tenté. Dans le contexte actuel, c'est vraiment hyper pertinent comme écoute. Chouette. Toi, est-ce que tu aurais une petite reco de quelque chose que tu aurais vu Un truc, je sais plus si c'est norvégien, finlandais. C'est Mads Mikkelsen qui joue dedans. C'est un truc qui paye pas de mine comme ça. Mads Mikkelsen. C'est sur Prime Video, mais je me souviens plus du tout. Écoute, tu retrouveras le nom et on le mettra. Je crois que c'est The Hunt. C'est un film, pas une série pour le coup. Ah, ok, La Chasse. Ouais. Oui, bah oui, c'est ça. Oui, bah oui. Tu l'as vu ? Ouais, ça fait longtemps. T'as aimé ? Il est bien, ouais, c'était cool. Bah, je l'ai découvert il y a pas longtemps. En fait, le début est un peu lent, mais en fait, justement, j'avais tellement plus l'habitude de voir des films qui prennent leur temps comme ça, que ça m'a paru bizarre au début. En fait, j'ai trouvé ça nécessaire. Mads Mikkelsen, c'est un génie dans tous les films qui touchent. J'aime beaucoup Mads Mikkelsen. J'aime beaucoup sa présence. Tout ce qu'il incarne, je trouve, est vraiment magnifiquement joué. Ça me rappelle Hannibal, même si dans La Chasse, ça n'a strictement rien à voir. Non, mais c'est un gars qui a un vrai charisme et qui joue super bien. Et du coup, moi, j'ai une petite reco. C'est une série que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps sur Canal+, qui s'appelle OVNI, et qui n'aura pas de saison
2, je crois. Ou il y a une saison 2, il n'y aura pas de saison 3, il n'y aura pas de suite. Et c'est dommage parce que je trouve que c'est de la comédie, mais un peu fantastique, avec de la science-fiction, non? Je trouvais ça vachement cool. C'est un département, c'est pendant les années 70, je crois, qui est chargé de surveiller l'activité extraterrestre. Il y a un scientifique qui, de base, est chargé de construire des fusées pour les envoyer dans l'espace. En gros, il envoie une fusée dans l'espace et elle explose. Et du coup, au lieu de le virer, il le fout dans ce département. Mais lui, qui est hyper rationnel, hyper carré et tout, il se retrouve avec 2 gars un peu allumés qui croient un peu aux ovnis. Du coup, il est là-dedans, il pète un câble. Et en fait, son but, c'est d'essayer de résoudre toutes les affaires qui sont soi-disant d'ovnis. Et il va sur place pour expliquer le truc. Non, là, c'était pas un ovni, c'était un effet d'optique, machin, tout ça. À trouver le rationnel. Ouais, mais il va se passer des choses qui vont faire qu'il n'y a pas que du rationnel. Il y a du X-Files aussi. Il y a un peu des X-Files. Mais du coup, je trouvais que c'était décalé, c'était marrant. Et une série qu'on avait déjà conseillée ici qui s'appelle Baraki, dont tu m'en parlais aussi. Baraki. Et Clémence aussi l'avait conseillé à l'époque. Ouais. C'est complètement starbé, c'est un truc belge. Et franchement, c'est chouette. Baraki, qui veut dire gitan en belge. Ouais, c'est ça. Enfin, dans la culture gitane belge. Eh bien, messieurs. Et c'est sur Netflix. Sur Netflix. Nous arrivons à la fin de notre discussion, grande discussion. Hein. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Ouais, d'avoir répondu. C'était un grand plaisir. Merci Julien, parce que mine de rien, ça fait deux podcasts que tu es avec moi. Oui, ça te plaît? Comment ça va? Mais bien sûr que ça me plaît. Bah écoute. Ça va toi aussi tu devrais regarder. J'ai fait un regard cam là, tu vois. Ça donne une bonne ambiance. Ouais. Oh, il est sympa. On va le garder. Il est le mignon. fiston. Merci. Le truc qui devient creepy. J'avoue, trop bizarre. Merci beaucoup Yannick. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut te retrouver pour suivre un peu ton actualité si tu en as une, à part au cinéma? IMDb. IMDb, Yannick Sadler. Merci à tous d'avoir passé un petit moment avec nous au Café des Songes. On vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode et de nouvelles aventures. À bientôt. Et merci Yannick. Merci à toi. On va applaudir Yannick. Et promis, j'ai regardé Avatar. Ouais.